Bonsoir, donc je vous propose qu'on reprenne notre petit cheminement. Donc, la semaine dernière, nous avions, je crois, commencé à étudier les piliers, les étais sur lesquels repose, du point de vue observationnel, le modèle du Big Bang. Donc d'abord, le premier argument que je trouve très beau par sa simplicité, c'est celui du paradoxe de Hilbert. J'avais tenté de vous montrer qu'un univers qui serait éternel, infini, homogène, esthétique, autrement dit l'image simple, à laquelle je crois chacun d'entre nous aurait spontanément fait appel pour décrire le cosmos, ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas parce que le flux lumineux intégré sur cet espace infini devrait être lui-même infini, ce qui manifestement et peut-être heureusement n'est pas le cas. Le deuxième argument que nous avions utilisé, c'était bien sûr l'argument central et fondamental de l'éloignement des galaxies. On observe, grâce à l'effet Doppler, que chaque galaxie est en éloignement de chaque autre galaxie à grande échelle dans l'univers, en adéquation avec une représentation en termes d'expansion depuis l'explosion initiale. Le troisième argument fondamental avait trait aux âges. Je vous avais montré que les âges estimés des objets se trouvant dans l'univers sont non seulement plus petits que l'âge supposé de l'univers dans un modèle de Big Bang, ce qui est heureusement nécessaire, mais en plus qu'ils sont répartis à des valeurs extrêmement étalées, si vous voulez, ce qui vient corroborer l'idée de processus de création ayant eu lieu à différents niveaux et à différentes temporalités dans l'évolution cosmologique. Alors on va poursuivre aujourd'hui cette démarche de généalogie ou d'archéologie. D'ailleurs, quand on parle de généalogie, c'est important de penser par exemple avec, d'ailleurs, ou contre Schopenhauer. Vous connaissez le philosophe Arthur Schopenhauer ? Très intéressant de ce point de vue-là. C'est quelqu'un qui disait par exemple que l'étonnement pour un scientifique, c'est que certains phénomènes échappent aux lois. Que l'étonnement pour un philosophe, ce sont les lois elles-mêmes. Et c'est intéressant parce qu'elle disait que la science est insuffisante, non pas structurellement, mais fondamentalement. Non pas de façon conjoncturelle, mais de façon essentielle. Autrement dit, le type d'interrogation n'est pas le même pour un philosophe ou un scientifique. Bon, c'est une vision un peu simple, celle que je donne ici de Schopenhauer, mais néanmoins, c'est une idée qui est quand même assez fondamentale, vous voyez. Si vous êtes un cosmologiste, vous vous étonnez, par exemple, que l'expansion de l'univers contemporain ne soit pas en accord avec les lois de la relativité générale sans constante cosmologique. Mais si vous êtes un philosophe, vous pouvez vous interroger sur les lois de la relativité générale elles-mêmes. Pourquoi y a-t-il des lois, finalement ? Ça serait beau, une sorte d'anarchisme scientifique. Et à propos de généalogie et d'archéologie, plus exactement, vous pouvez aussi lire ou penser avec Michel Foucault. C'est bien, je trouve, de lire Foucault jeune, comme ça. Je ne sais pas si vous êtes familier, c'est un des grands philosophes de la deuxième moitié du XXe siècle. Foucault, c'est celui qui a vraiment été le grand penseur, si vous voulez, de la singularité, qui n'a pas essayé de subsumer toujours les phénomènes individuels sous une sorte de grande histoire, mais de penser les singularités dans l'histoire. Et de ce point de vue, Foucault, c'est une sorte d'héritier dissident de ce qu'on appelle le structuralisme. C'est-à-dire comment à la fois penser la structure et l'écart par rapport à la structure. Il y avait une très belle phrase, un peu précieuse, comme ça, un peu grandiloquente, mais c'était son style. Il avait du style, Foucault. Il écrivait par exemple à propos des hétérotopies, il disait « Les civilisations sans navire sont comme les enfants dont les parents n'auraient pas un grand lit interdit sur lequel on puisse pourtant secrètement jouer. Leurs rêves alors se tarissent, l'espionnage y remplace l'aventure, et la hideur des polices, la beauté ensoleillée des corsaires. » Ce qu'il nommait hétérotopie, Foucault, c'était les lieux radicalement autres. Vous savez ce que ça veut dire utopie, Topos, c'est le lieu en grec. Utopie, c'est le hors-lieu. L'hétérotopie, c'est le lieu d'une autre nature. Et la cosmologie est évidemment une science très propice pour penser ça. Et pour en finir là avec Foucault, puisque j'ai envie comme ça de vous en parler 2 minutes, vous savez, il est connu, Foucault, pour être l'instigateur de la fin de l'homme, de la mort de l'homme. Parce qu'à la fin de son livre majeur, Les mots et les choses, ça, il évoque un visage de l'homme qui disparaît lorsque la mer se retire.
En fait, si vous voulez, ce qui est essentiel là-dedans, c'est que c'est un geste qui est très nietzschéen. Chez Nietzsche, le plus dur, c'est le thème de l'éternel retour. Qu'est-ce que ça veut dire, l'éternel retour, chez Nietzsche? Ça ne veut pas dire que tout revient toujours au même. Ce que ça veut dire, c'est pas de nostalgie, pas de passéisme, pas de fantasme du paradis perdu. Ce que dit Nietzsche, c'est « je suis prêt à revivre ce monde-là une infinité de fois, dans l'immanence d'un monde unique. » Vous voyez, sortir du dualisme. Et en cela, Foucault est très nietzschéen. Ce que disait Foucault, par exemple, c'est que l'herbe du botaniste n'est pas l'herbe en soi. Il faudrait être aussi bovin. Ce qui est très nietzschéen aussi, d'ailleurs, puisque Nietzsche, vous savez, louait la faculté de ruminer. Et quand il disait, par exemple, que les femmes sont des vaches, contrairement aux apparences, ce n'était pas misogyne chez Nietzsche, qui était quand même par ailleurs misogyne. Mais dans cette phrase-là, en tout cas, ce n'était pas négatif. C'est terrible, d'ailleurs, ça, cette question. De voir encore combien de grands philosophes géniaux étaient par ailleurs d'incroyables machos. Mais bon, c'est une autre question. Bon, revenons, non pas à nos moutons donc, mais à nos bovins foucaldiens nietzschéens. Quatrième argument en faveur du modèle du Big Bang, après les trois que je viens de rappeler. Je vais dire, les radiogalaxies et l'évolution. Je m'explique. Alors c'est intéressant parce que cet argument est un de ceux qui, à ma connaissance, a joué le rôle le plus fondamental du point de vue historique. C'est-à-dire que beaucoup de cosmologistes ont abandonné le modèle simple et standard du cosmos statique pour un modèle de Big Bang grâce à ça. Et pourtant, pour les non-spécialistes, parfois il apparaît comme un argument très faible. Donc vous me direz ce que vous en pensez, mais essayez de le méditer, c'est un argument finalement qui est un peu indirect. Alors de quoi s'agit-il? Alors d'abord les radiogalaxies. Donc les radiogalaxies, c'est simplement le nom qu'on donne à un type particulier de galaxies qui émettent beaucoup d'ondes radio. Voilà. Donc en fait, ce sont juste des galaxies dont la morphologie dans une certaine mesure, mais surtout le contenu, est un peu particulier et se traduit par une émission intense de rayonnement électromagnétique dans le domaine des radiofréquences. Ce n'est pas véritablement qu'elles sont intéressantes en elles-mêmes, c'est que la radioastronomie est une de celles qui s'est développée le plus tôt, historiquement, au-delà de l'optique. Vous savez pourquoi? Dès les années 1930, on a pu faire des radiotélescopes et pas des télescopes ultraviolets ou gamma. Parce que ce sont les seules longueurs d'onde avec l'optique qui, en partie, traversent l'atmosphère. Donc on peut faire des radiotélescopes au sol. On n'a pas besoin de satellites. Alors que pour voir les rayons X, on est obligé d'aller au-delà de l'atmosphère. D'accord ? Donc pour des raisons contingentes, techniques, la radioastronomie s'est développée plus tôt que les autres branches de l'astronomie au-delà de l'optique. Et c'est la raison pour laquelle les radiogalaxies et les radiosources en général ont joué un rôle important dans l'établissement du modèle standard de la cosmologie contemporaine. Alors quel est le fait qui va nous aiguiller ici? Le fait est très simple. Les radiogalaxies en moyenne ne sont pas pareilles quand on regarde loin. Alors pas pareilles, je n'entre pas dans le détail. C'est vrai à la fois pour ce à quoi elles ressemblent, et c'est vrai aussi par leur densité par unité de volume. Et voilà, c'est tout. Alors, bien, et alors? Le fait que les galaxies, en moyenne, quand je les regarde loin, ne sont pas les mêmes que quand je les regarde près, quel est le rapport avec le modèle du Big Bang? Réfléchissez avec moi. Comme vous le savez, regarder loin, ça signifie regarder tôt. N'est-ce pas? Puisque la vitesse de la lumière est finie, quand, vous savez peut-être, il y a quelques jours, là, on a observé un petit flash, un sursaut d'ondes radio, et on a pu estimer la galaxie haute comme étant à 6 milliards d'années-lumière de la Terre. Donc, ça signifie que le sursaut radio en question a eu lieu il y a 6 milliards d'années. Bon, stricto sensu, ce que je viens de dire n'a pas de sens. Parce qu'en fait, il n'y a pas de temps cosmique absolument universel. Donc, ce n'est pas tout à fait correct tel que je viens de le dire. Mais si on en reste à l'acception un peu naïve du temps universel, c'est ce que ça signifierait, n'est-ce pas? Bon. Donc, quand je regarde loin, je regarde dans le passé. Donc, quand je dis que les radiogalaxies sont en moyenne différentes, et peu importe la manière dont elles sont différentes, quand je regarde loin,
Ça ne signifie pas que la Terre est un endroit spécial, bien sûr. Ça signifie en fait qu'il y a une évolution temporelle. Comme je regarde loin, je regarde tôt. Donc ça signifie que dans un passé reculé, les radiogalaxies n'étaient pas, statistiquement, semblables à ce qu'elles sont aujourd'hui. Bon, quel est le rapport avec le Big Bang? D'un point de vue mathématique, on pourrait dire que ça n'a pratiquement aucun lien. En effet, on pourrait parfaitement supposer qu'il n'y a pas eu de Big Bang, que l'univers n'a pas de début, que l'univers est éternel, et que pourtant les radiogalaxies soient en train d'évoluer. Ce n'est pas incompatible mathématiquement. Nous sommes tous d'accord. Nous pourrions avoir un cosmos qui existe de toute éternité et les radiogalaxies qui sont en train d'évoluer. Il n'y a pas de contradiction logique entre les deux. Mais il y a une contradiction physique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Si l'univers avait existé de toute éternité, alors sans aucun doute, il aurait atteint un état d'équilibre dans lequel essentiellement plus rien ne se passe. Je m'explique. Si vous prenez une bouteille de gaz et vous la posez sur la table, d'accord? Gaz rouge, on le voit. Je l'ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Le gaz sort de la bouteille. Et on le voit, n'est-ce pas, diffusé dans la pièce. Et puis au bout de quelques minutes, peut-être une heure, je ne sais pas, le gaz aura complètement envahi l'amphi. Il y aura du gaz partout, dilué de façon essentiellement homogène. Et après, qu'est-ce qui se passe? Plus rien. Une fois qu'on a atteint cet état d'équilibre, ou si vous préférez, la goutte de lait qui a diffusé dans le café, ou même quand on trempe son sachet de thé aux fruits rouges dans l'eau, c'est très beau, hein, vous voyez la diffusion du colorant naturel, si tout se passe bien, diffusion dans l'eau, et puis au bout de quelques minutes, ça y est, l'eau est rouge pâle, et il ne se passe plus rien. C'est l'état d'équilibre. D'accord? Donc, revenons à la question. Bien sûr, il pourrait se faire mathématiquement, je le redis, que l'univers existe de toute éternité et que pourtant, là, ça y est, depuis seulement quelques temps, quelques milliards d'années, on a créé des radiogalaxies qui sont en train d'évoluer. C'est possible. C'est possible, mais c'est insensé. Si l'univers a une infinité de temps derrière lui, une infinité de temps derrière lui, c'est ça un univers éternel, il n'y a pas de début. Il y a des milliards, des milliards, des milliards et des milliards d'années en amont de tout ça. Comment voulez-vous expliquer que par miracle, à un instant très particulier qui est le nôtre, aujourd'hui, on se trouve pile au moment où les choses sont encore en train d'évoluer? Le lait qui diffuse dans le café, ça prend quelques secondes. Une fois qu'il est diffusé, il va rester un milliard d'années comme ça. Donc la phase de diffusion, si vous avez un temps infini, elle a finalement une largeur temporelle qui est totalement négligeable. Alors là, je fais l'argument de façon très très simpliste. Hein, historiquement et d'un point de vue quantitatif, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en résumé, l'argument est donc le suivant. Si l'univers n'avait pas eu de début, d'accord? Selon toute vraisemblance, en prenant un moment au hasard dans son histoire, je serais à l'équilibre. Les phénomènes physiques auraient relaxé et je serais dans un état où, globalement, il ne se passe plus rien. Globalement, les molécules de lait peuvent toujours bouger un peu dans le café, mais globalement, une fois que le lait a diffusé, il a diffusé. D'accord? Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, l'univers est encore en train d'évoluer. Ce qui laisse entendre que forcément, nous ne sommes pas si loin de l'instant initial. D'accord? Donc ça, si vous voulez, c'est un argument que je qualifierais de probabiliste. Si vous avez un temps infini, la probabilité d'être tout près du commencement est juste nulle. Il faut faire attention avec les probabilités. Hein. Sur des ensembles infinis, c'est très compliqué. Par exemple, quelle est la probabilité de tirer le nombre entier 23 au hasard dans l'ensemble des entiers naturels? C'est 0. Parce que c'est un nombre sur une infinité de possibilités. 1 sur l'infini, ça fait 0. Pourtant, ce n'est pas impossible de tirer 23. Donc une probabilité nulle ne signifie pas un phénomène impossible. Il faut faire attention. Les probabilités dans les ensembles infinis sont des choses compliquées. D'accord ? Mais vous voyez bien que la vraisemblance du phénomène est extraordinairement faible. D'accord ? Donc j'en profite pour faire une nouvelle, toute petite parenthèse épistémologique. Vous allez me dire, mais quand même, peut-être c'est faible ces arguments. En fait, là, on est juste en train de dire, ça marche un peu mieux dans un modèle de Big Bang que sans modèle de Big Bang. Mais oui,
C'est exactement ça. N'oubliez pas, je le redis presque à chaque cours, qu'en physique, on ne prouve jamais rien. En sciences naturelles non plus. Dans aucune science de la nature, on ne prouve jamais rien. Aucune théorie n'est prouvée. Par exemple, il y a quelques semaines, donc, découverte d'un système binaire de trous noirs qui émet des ondes gravitationnelles. On a la preuve que c'est bien des ondes gravitationnelles qu'on a vues. Vous avez vu des ondes gravitationnelles, vous? On a vu des franges d'interférence qui bougent un peu. Non. C'est la meilleure explication possible. Vous avez vu le boson de Higgs? Vous êtes sûr que ces jets de gamma, ces rayons gamma observés dans les détecteurs du LHC, c'est le boson de Higgs? Non. C'est la meilleure explication possible. C'est toujours comme ça. Vous êtes sûr que je suis Aurélien Barraud? Je suis peut-être son sosie, en fait. Non, mais c'est quand même improbable. Nous n'évoquons que les meilleures explications possibles. C'est ça la science. Il n'y a jamais de preuve. C'est le meilleur modèle à un moment donné. Et donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de voir que la construction du modèle du Big Bang va de pair avec la déconstruction des modèles concurrents. Vous voyez? C'est la même chose, c'est le même argument. Favoriser une explication va de pair avec défavoriser les autres explications possibles. Et quand il n'en reste plus qu'une qui satisfait à tous les critères de plausibilité, ça devient le paradigme standard. J'ai quand même encore d'autres arguments. Cinquième point, qui est peut-être finalement le plus important du point de vue contemporain, le rayonnement fossile. Donc en anglais, CMB. Alors, je vous en ai déjà dit quelques mots, mais je veux y revenir un peu plus en détail, parce que quand on fait de la cosmologie, on ne peut pas ne pas s'y appesantir. Le rayonnement fossile, c'est un peu le Graal quand même en cosmologie. En ce moment, c'est essentiellement lui qui recèle l'information la plus précise et la plus riche sur l'univers primordial. Alors, de quoi est-il question? Revenons un instant à l'histoire de l'expansion dans un modèle de type Big Bang. Dans un modèle de type Big Bang, l'état initial de l'univers était extraordinairement chaud, extraordinairement dense. D'accord? L'univers s'agrandit. L'univers s'agrandit, ça fait l'effet d'une détente adiabatique. Comme un piston dans un réfrigérateur, la température chute parce qu'il y a un effet de détente. D'accord? Donc en grandissant, l'univers voit sa température moyenne diminuer. D'accord? Bon. Qu'est-ce que ça change? Ça change quelque chose de radical. Tant que la température était extrêmement élevée, la lumière et la matière étaient très fortement couplées. Ça signifie que les photons étaient en permanence réabsorbés, réémis, réabsorbés, réémis. Ils avaient une sorte de marche au hasard avec un libre parcours moyen qui est très petit. Vous comprenez pourquoi? Ça forme un plasma, si vous voulez. D'accord? Mais, au fur et à mesure que la température descend, vient un moment où la lumière n'a plus assez d'énergie pour interagir avec la matière. Typiquement, vous savez que le potentiel d'ionisation de l'atome d'hydrogène, c'est quelques électronvolts. Donc si vous envoyez un photon sur un atome d'hydrogène, il peut être absorbé par l'atome et l'électron va changer de couche, va être éjecté. Il faut que le photon ait quelques électronvolts. Mais si vous envoyez un photon qui a moins de quelques électronvolts sur un atome d'hydrogène, il se passe quoi? Il ne se passe rien. Le photon n'interagit pas. Donc, quand la température de l'univers atteint ces valeurs de l'ordre de l'électronvolt, température ou énergie si vous voulez, c'est pareil, les atomes commencent à se former. Et la lumière commence à ne plus avoir assez d'énergie pour interagir avec la matière. Ce qui signifie quoi du point de vue observationnel qui nous intéresse ce soir? Ce qui signifie que la lumière va garder une image inaltérée de ce qu'elle était à ce moment. Inaltérée parce que précisément, toute la matière qu'elle aura ultérieurement traversée
ne va pas en altérer ni la direction, ni l'énergie. On nomme ça le découplage. Le découplage. Environ 380 000 ans après le Big Bang, la lumière et la matière se découplent. Donc, si aujourd'hui, j'observe cette lumière, qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois en réalité, non pas l'univers d'aujourd'hui, mais l'univers tel qu'il était 380 000 ans après le Big Bang. Vous comprenez pourquoi je le vois comme ça? Parce que juste avant le découplage, par définition, lumière et matière étaient couplées, par définition. Avant d'être découplés, on était couplés. Donc quand lumière et matière étaient couplées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière traçait la matière. Vous comprenez? Puisqu'elles étaient couplées. Là où il y avait beaucoup de matière, il y avait beaucoup de lumière, pour le dire simplement. C'est plus compliqué que ça, mais simplement. D'accord? Donc, la dernière fois qu'elles ont interagi, la lumière était un traceur de la matière. Et puis d'un seul coup, ou presque, c'était assez rapide, d'un seul coup ou presque, il n'y a plus d'interaction. Donc cette lumière a continué de voyager pendant 13,8 milliards d'années. Et aujourd'hui, on la découvre, recelant encore l'information sur cette dernière interaction qui eut lieu entre elle et la matière. Ça va? Oui? Comment on observe si elle ne peut pas interagir? Ah, alors, c'est une bonne remarque que je reprends. Comment est-ce qu'on l'observe si elle ne peut pas interagir? Naturellement, je ne dis pas qu'aucune interaction n'est physiquement possible. En fait, ce qui compte, c'est que c'est un couplage faible et c'est très difficile à mesurer. Donc aujourd'hui, pour mesurer effectivement cette lumière, ce qu'on utilise, ce sont essentiellement des bolomètres. C'est des instruments extraordinairement compliqués à construire avec des grilles. Et quand l'onde radiofréquence va traverser le bolomètre, elle va induire un minuscule échauffement. Donc oui, il y a interaction, tu as raison. Hein. Du point de vue scientifique, s'il y a zéro interaction, il y a zéro détection. Et en fait, on pourrait même presque dire qu'il y a zéro existence. Parce que quelle serait l'ontologie d'un objet qui n'interagit pas? Donc, j'ai été rapide, merci de me le faire remarquer. Je ne dis pas qu'il n'y a plus aucune interaction. D'ailleurs, on utilise ces interactions. Les Fessoniev-Zeldovich, par exemple, qu'on voit, c'est une interaction. Mais ce que je dis, c'est que ce sont des interactions, ce que j'aurais dû dire, c'est que ce sont des interactions beaucoup plus faibles que les interactions dans l'univers primordial, qui, elles, sont extrêmement fortes. Voilà. Donc, interaction faible, donc détection faible, mais non nulle. Merci de l'avoir souligné. D'accord? Alors, 380 000 ans par rapport à 13,8 milliards d'années, comme je vous le disais, je crois, au premier cours, ça correspond au premier jour de vie intra-utérine pour un homme. C'est-à-dire qu'on voit vraiment l'univers extrêmement tôt. Donc c'est une machine à remonter le temps d'une puissance extraordinaire, ce rayonnement fossile. Je vois Cosmos vraiment dans son enfance. Alors ce qui est magnifique, c'est que ça s'est fait en plusieurs étapes. La première grande avancée, qui a valu le prix Nobel à Penzias et Wilson, ça a été de vérifier que cette lumière, qui est une prédiction du Big Bang, effectivement existe. Parce que vous m'accorderez que dans un modèle d'univers statique et homogène, disons le concurrent, pas forcément homogène, d'ailleurs statique tout court, il n'y a aucune raison que notre cosmos soit baigné, n'est-ce pas, d'un bain de rayonnement. D'où viendrait-il? Oui, la lumière des étoiles, si vous voulez, mais ça n'a rien à voir avec ça en énergie. Donc, la prédiction de l'existence d'un bain de lumière provenant du découplage est une prédiction qui est évidemment propre au modèle du Big Bang. On est d'accord? De plus, si je connais l'âge de l'univers, en gros, que je connais en gros le moment où a eu lieu ce découplage, je peux calculer quelle est l'énergie de cette lumière. Pourquoi je peux le calculer? Parce que quand l'univers grandit, les rayonnements électromagnétiques grandissent avec lui. Donc la longueur d'onde est étirée, donc l'énergie est diminuée. Si je sais exactement de combien l'univers a grandi, si je sais à quelle température la lumière ou à quelle énergie la lumière a été émise, je peux calculer à quelle énergie je dois la trouver aujourd'hui. Et ce fond de rayonnement, avec les bonnes propriétés spectrales, c'est-à-dire énergétiques, et spatiales, c'est-à-dire essentiellement le même dans toutes les directions, il fut effectivement mesuré pour la première fois par Penzias et Wilson. Donc ça, c'est un argument extraordinairement fort en faveur du Big Bang. Sans Big Bang, pourquoi voudriez-vous qu'il y ait... Alors, et attention, hein, c'est un rayonnement très intense. Ce n'est pas 2-3 photons perdus par-ci, par-là. Nous sommes littéralement baignés
dans ce bain de photons cosmologiques. Là, dans cette pièce, en ce moment, il y en a plein. On est traversé en permanence par ces photons cosmologiques. Et d'ailleurs, dans la neige qu'on voyait sur les vieux postes de télévision, une partie de cette neige provient du rayonnement cosmologique. C'est quand même des choses qui sont très, très, très abondantes. Ça, c'était la première étape. Première étape historique, mise en évidence de l'existence du rayonnement diffus. Mais depuis, on a fait beaucoup mieux. Depuis, il y a eu 3 générations de satellites, COBE, WMAP et Planck, américains pour les 2 premiers, européens pour le 3e, qui ont été bien au-delà de la simple mise en évidence. D'abord, le satellite COBE a mesuré effectivement la distribution en énergie, ce qu'on appelle le spectre du fond diffus cosmologique. Et alors, regardez-le sur Google Images tout à l'heure, voire maintenant, c'est magnifique. Voilà. C'est extraordinaire, c'est une loi de corps noir avec une précision. C'est d'ailleurs un des meilleurs corps noirs, le meilleur corps noir qu'on ait jamais mesuré dans l'histoire. Corps noir, ça veut dire comme le rayonnement d'un four. D'accord ? Donc la distribution en énergie est exactement ce qu'on attend, centrée à la bonne température d'environ 3 degrés Kelvin. Magnifique. Mais les générations suivantes, en particulier WMAP et donc surtout Planck, sont allés au-delà de la mesure de l'énergie. Ils ont regardé si ce rayonnement était exactement le même dans toutes les directions sur le ciel. Et la réponse est non. Et on comprend pourquoi. Ce rayonnement est à peu près le même, mais il n'est pas exactement le même. Pourquoi n'est-il pas exactement le même ? Eh bien parce que, au moment du découplage, quand donc lumière et matière ont cessé d'interagir, la matière n'avait aucune raison d'être parfaitement homogène dans l'univers. Il y avait des grumeaux qui commençaient à se former. Les grumeaux qui sont devenus aujourd'hui les galaxies, les amas, les superamas. Ils étaient déjà là en gestation. Et donc on s'attend à retrouver dans le fond diffus cosmologique, dans le rayonnement fossile, les empreintes de ces petits grumeaux de matière qui existaient dans l'univers primordial. Et c'est exactement le cas. On les voit et on les voit à la bonne amplitude. Et aujourd'hui, on peut même faire beaucoup mieux que les voir. Avec les cartes du satellite Planck, on peut étudier de façon extrêmement précise leur distribution, ce qu'on appelle leur fonction de corrélation à 2 points, et montrer que l'ensemble est en accord parfait avec le scénario inflationnaire et cosmologique que je suis en train, sans le dire, de vous présenter. Intuitivement, pourquoi est-ce que ces petites taches dans le rayonnement cosmologique, très petites, sont signifiantes ? La raison est simple. De la même manière que le timbre d'un piano n'est pas le même pour un Bösendorfer, un Steinway, un Fazioli ou un Bechstein, de même, la structure harmonique de ces ondes de densité, c'est-à-dire de ces ondes acoustiques, permet de renseigner sur le contenu de l'univers primordial. Pourquoi je dis ondes acoustiques ? Parce que c'est le cas. Quand je vous parle, qu'est-ce qui se passe ? Vous m'entendez parce que l'air est comprimé, déprimé, etc. entre ma bouche et vos oreilles. Il y a une onde, surdensité, sous-densité et ainsi de suite, qui se propage entre vous et moi. Mais c'est exactement ce qui se passe dans l'univers primordial. La gravité dit à la matière, je m'effondre. Mais la lumière dit non, isotropisation. Donc je m'effondre, je rebondis, je m'effondre, je rebondis. Ce sont des ondes de densité qui se propagent dans l'univers jeune. Ce sont donc stricto sensu des ondes acoustiques. Ces ondes acoustiques ont imprimé leur signature à la lumière juste avant le découplage. Et aujourd'hui, ce sont elles que j'observe directement dans le rayonnement fossile. Alors ça, c'est magique. C'est-à-dire qu'à partir des mesures effectuées par le satellite Planck, je peux connaître l'âge de l'univers essentiellement avec une précision de l'ordre du pourcent, je peux connaître la masse volumique de l'univers avec une précision du pourcent, je peux connaître la géométrie de l'univers avec une précision du pourcent, je peux connaître l'amplitude des fluctuations avec une précision encore meilleure, je peux connaître la vitesse d'expansion avec une vitesse du pourcent, etc. L'essentiel des paramètres physiques qui décrivent le cosmos sont aujourd'hui connus avec une précision de l'ordre de 1%, c'est-à-dire excellente.
On n'est plus dans la cosmologie qualitative seulement, qui se demande, voilà, y a-t-il eu un Big Bang, l'univers grandit-il? On a passé ça depuis longtemps. Maintenant, on est vraiment entré dans une ère de cosmologie de précision, d'accord, qui permet non seulement de valider le modèle, mais aussi de donner des valeurs numériques très bien contrôlées à chacun de ces paramètres. Quelques remarques encore sur les mesures de Planck. La première chose amusante, c'est que pour ce qui est des fluctuations de température, il est probable que ce qui a été mis en œuvre par le satellite Planck soit définitif. Alors vous savez, en science, enfin tout le temps je crois, mais en particulier en science, il faut faire très attention avec les jugements péremptoires du genre c'est définitif, on ne fera jamais mieux. L'expérience prouve qu'on se trompe toujours. Sauf que dans ce cas particulier, nous ne sommes pas limités par la qualité instrumentale. Nous sommes limités par la fluctuation physique elle-même. Mais ce qui empêche de faire mieux que Planck, les résultats de Planck ne sont pas parfaits, n'est pas lié à la sensibilité ou au bruit du détecteur. C'est lié aux propriétés physiques du signal lui-même. Mais le signal, c'est le monde, vous ne pouvez pas le changer. Donc, à moins qu'on rate quelque chose de très fondamental, du point de vue des fluctuations de température, les mesures du satellite Planck sont définitives. On les a une fois pour toutes et on ne fera pas mieux. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Du point de vue maintenant de ce qu'on a appris directement, moi je crois que le plus étrange et finalement presque le plus décevant, c'est que le modèle cosmologique standard marche remarquablement bien. Il n'y a pas de nouvelle physique à l'horizon. Et c'est un peu émouvant quelque part. On peut rendre compte de la quasi-totalité des propriétés du cosmos entre un temps extrêmement reculé et l'univers contemporain avec seulement quelques paramètres. À grande échelle, semble-t-il, le monde est simple. D'accord ? Et la dernière chose que je voudrais vous dire avant d'en venir à la 6e corroboration du Big Bang, parce que celle-là, je m'y étends un peu parce que c'est l'actualité, n'est-ce pas ? C'est celle sur laquelle aujourd'hui, en ce moment, on a des résultats majeurs. Donc, dernier point que je voudrais souligner, de façon, là encore, assez remarquable, on peut en réalité remonter le temps bien au-delà de l'époque du découplage. C'est-à-dire que ce fond de rayonnement fossile, comme je l'ai dit plusieurs fois, se différencie de la matière au sens où il cesse essentiellement d'interagir 380 000 ans après le Big Bang, mais on peut en son sein déceler des traces de ce qui s'est passé bien avant. Bien avant. Et là, ça a quelque chose d'un peu extraordinaire, c'est-à-dire que les données dont on dispose aujourd'hui permettent déjà d'exclure, par exemple, un grand nombre de modèles d'inflation relatant ce qui s'est passé quelques milliardièmes de secondes après le Big Bang. C'est-à-dire que n'en déduisez pas que parce que le découplage a eu lieu 380 000 ans après le Big Bang, je vois à cet instant-là, et rien d'autre. Non. Non, l'évolution est causale. Ce qui s'est passé à cet instant-là dépend de ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, là, je ne vous parle pas de prospective, je ne vous dis pas peut-être dans 20 ans, je vous dis aujourd'hui, les données qu'on a nous disent énormément de choses sur ce qui s'est passé 1 milliardième, 2 milliardièmes, 2 milliardièmes de seconde après le Big Bang, ce qu'on appelle la phase inflationnaire. Quand la taille de l'univers, ou la taille des distances dans l'univers, s'est trouvée multipliée par un facteur gigantesque. Cette inflation laisse son empreinte dans le fond diffus cosmologique. Et je dirais même qu'une grande partie, voire la plupart, des modèles d'inflation étudiés ont été mis à mal par les données de Planck. Autrement dit, on n'en est plus à se dire y a-t-il eu inflation. Enfin, il faut quand même se le dire, parce que le doute, c'est la méthode scientifique. Mais au-delà du doute de principe, on n'en est plus à se dire y a-t-il eu inflation, et moins encore y a-t-il eu Big Bang. On en est à se dire quel est le détail du potentiel du champ scalaire d'inflation, d'inflaton, qui a effectivement initié la dynamique de l'univers. On en est à faire de la physique de très haute précision sur ce qui s'est passé 10 puissance moins 30 secondes après le Big Bang. Vous voyez, là, il y a vraiment une sorte de transition de phase dont vous êtes les spectateurs et j'espère bientôt les acteurs, parce qu'elle a lieu en ce moment. La cosmologie transite
d'un grand récit vers, en effet, un modèle et un ensemble expérimental de haute précision. Ça va? Bon, dernier argument. La nucléosynthèse primordiale. Nucléosynthèse primordiale, en anglais BBN, pour Big Bang Nucleosynthesis. De quoi s'agit-il? Eh bien, dans l'univers jeune, suivant le modèle du Big Bang, il faisait très chaud. S'il fait très chaud, vraiment très chaud, il doit y avoir des réactions nucléaires. S'il y a des réactions nucléaires, on doit en particulier former un certain nombre de noyaux. Vous savez que Hubert Reeves, quand il disait que nous sommes tous des poussières d'étoiles, avait raison. Ce n'est pas métaphorique, c'est vrai. Les atomes, les noyaux d'atomes qui sont dans notre corps ont été formés par les étoiles. D'accord ? Les étoiles sont des chaudrons à noyaux. Pourquoi ? Parce que la température est suffisante, 15 millions de degrés au cœur du Soleil, pour que des processus nucléaires aient lieu. Mais l'univers jeune, l'univers proche du Big Bang, a connu lui aussi des températures extrêmes. Il doit donc lui aussi être un fourneau à éléments nucléaires plus lourds que l'hydrogène. L'hydrogène, c'est un proton. Tout ce qui est au-delà de l'hydrogène, ce sont les noyaux. Mais la physique nucléaire est une vieille et vénérable science. On sait très bien calculer quelle est la probabilité que telle interaction crée tel ou tel noyau. Si donc je connais la dynamique de l'univers, ou que je suppose connaître la dynamique de l'univers, autrement dit l'expansion, dans un modèle de type Big Bang, et que je connais ses constituants, connaissant les probabilités, je dois pouvoir calculer quel pourcentage de noyaux sera formé au voisinage du Big Bang. Je vais avoir tel pourcentage d'hélium, tel pourcentage de deutérium, tel pourcentage, etc. D'accord ? Et ça, je peux le confronter aux données. S'il vous plaît, vous pouvez arrêter de parler, merci. Et ça, je peux le confronter aux données, parce que j'ai des mesures sur les abondances de noyaux. D'accord ? Et le fait est que ça marche remarquablement bien. Il y a une adéquation presque parfaite entre les prédictions de la nucléosynthèse primordiale et les mesures des abondances de noyaux légers parce que les noyaux lourds ne sont pas formés, proches du Big Bang, dans l'univers. Ça, c'est génial, parce que si vous changez un tout petit peu le modèle, ça ne marche plus du tout. Si vous changez un tout petit peu la manière dont s'est déroulée l'histoire de la cosmologie, vous dites, bon, le Big Bang, j'y crois un peu, mais pas tout à fait. Je vais supposer qu'en fait, l'univers, il est un peu différent de ce que je pense. Eh bien, vous n'expliquez plus les abondances des noyaux tels qu'on les observe aujourd'hui. Si vous vous dites, encore pire, il n'y a pas eu de Big Bang. Modèle naïf, standard. L'univers existe de toute éternité. Alors, les étoiles seraient les seuls chaudrons à noyaux. Et les abondances observées dans l'univers ne seraient pas du tout en accord avec votre modèle. Donc, la nucléosynthèse primordiale est un pilier extrêmement puissant du modèle du Big Bang, d'accord ? Parce que c'est un pilier extrêmement sensible. C'est de la physique qui est sous contrôle pour l'essentiel. La physique nucléaire, on peut la tester sur Terre. Ce n'est pas des théories de grande unification, on n'a pas besoin de théorie des cordes ou de supersymétrie ou de gravité quantique. C'est de la physique sous contrôle. Cette physique sous contrôle permet de calculer les probabilités, et si vous changez un peu l'histoire de l'univers, vous changez les probabilités. Et on a des mesures, et ça marche. Pour l'essentiel, ça marche. On reproduit très bien les abondances des noyaux. Ça va ? Bon, je vais en rester là. Je mentionne, sans les développer, beaucoup d'autres petites indications en faveur du Big Bang. Par exemple, ce qu'on appelle les oscillations acoustiques de baryon.
Ça, c'est très beau, c'est assez récent. Quand on observe le fluide de galaxies qui emplit l'univers, on se rend compte que si je prends une galaxie ici, la probabilité de trouver une autre galaxie, loin de la première, n'est pas exactement plate. Il y a un petit pic à un endroit. J'ai un petit peu plus de chance de trouver une seconde galaxie à une certaine distance de la première. Et ça, c'est l'empreinte dans la distribution des galaxies, des grumeaux que j'observais dans le rayonnement fossile. Mais ces grumeaux que j'observais dans le rayonnement fossile, je sais aujourd'hui de façon très crédible qu'ils proviennent eux-mêmes des fluctuations quantiques du champ qui emplissait l'univers au moment de l'inflation. Donc vous voyez que c'est extraordinaire parce qu'on a une chaîne causale qui est complètement maîtrisée. Il est très probable, je ne peux pas vous dire il est prouvé que, puisque c'est interdit en sciences de la nature, mais il est très probable que les galaxies, notre existence, tout ce qui a du sens aujourd'hui, proviennent en réalité de ce que je vois dans ces oscillations acoustiques de baryons, que je vois plutôt comme les grumeaux dans le fond diffus cosmologique, et que j'identifie comme des petites fluctuations d'origine quantique dans le champ scalaire qui emplissait l'univers au moment de l'inflation. Et là, vous voyez que la connexion entre le microcosme, parce que vous savez, je vous en reparlerai un peu de physique quantique, mais même si vous ne savez rien de physique quantique, vous savez au moins que c'est la théorie qui décrit essentiellement l'infiniment petit. Et là, je vous parle des galaxies. Donc vous voyez qu'il y a une connexion entre le microcosme et le macrocosme, entre la théorie de l'infiniment petit qu'est la mécanique quantique, qui implique ou impose ces petites fluctuations, et les grandes structures dans l'univers, qui est quand même extraordinairement belle, et qui montre que le cadre a une très grande cohérence. Il n'y a pas que ça, on a aussi les effets de lentilles gravitationnelles faibles, enfin il y a beaucoup d'observations aujourd'hui dans l'univers qui viennent toutes corroborer le modèle du Big Bang. Alors, avant de continuer, je voudrais juste faire une remarque. Qu'est-ce qu'on appelle modèle du Big Bang? Et là, je pense qu'il faut être un peu précis et sérieux. Ce dont je vous parle là, depuis la dernière fois, c'est le modèle du Big Bang au sens l'univers en expansion. Au sens, la totalité de ce que je vois aujourd'hui était contenu dans un volume certainement plus petit qu'une tête d'épingle à un moment dans le passé. Si c'est ça que j'appelle modèle du Big Bang, mon sentiment, que je ne peux pas prouver, c'est que c'est très fiable, très très fiable. Et je pense qu'on ne reviendra jamais dessus. Comme le fait que la Terre est ronde, on peut toujours en douter, mais je pense qu'on ne reviendra jamais dessus. Mais, vous pouvez employer Big Bang dans un autre sens. Si ce que vous entendez par Big Bang, c'est l'instant originel, c'est l'explosion primitive, le T égale 0, ça c'est complètement différent. Moi, pour tout ce que je vous ai raconté là, je n'ai vraiment rien dit sur ce qui s'est passé à l'instant initial. Quelque part, j'en ai pas besoin. Tout ce qui se passe après, je dirais que c'est relativement bien compris et relativement bien corroboré par des théories testées et des expériences sous contrôle. L'instant initial lui-même, j'y reviendrai au dernier cours quand on parlera des problèmes, nous n'en savons essentiellement rien. Et pour la plupart des scientifiques, je dirais même que c'est une question secondaire. Évidemment, c'est une question qui est essentielle quant au récit de nos origines. Vous vous la posez, et je vous dirai pourquoi il n'est pas très légitime de se la poser. Mais pourquoi y a-t-il eu le Big Bang? Qu'est-ce qui a causé le Big Bang? Y a-t-il eu un avant le Big Bang? Toutes ces questions-là, qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser, bien qu'on sache qu'elles ne sont pas scientifiquement bien définies, d'accord, ne sont pas ce que j'appelle modèle du Big Bang. Ce que j'appelle modèle du Big Bang, c'est le fait que l'univers est en train de grandir et que tout ce qu'on voit était contenu essentiellement au départ dans une sphère très petite. Ça, c'est béton. Y a-t-il vraiment eu un instant primitif où quelque chose est apparu du rien? Ça, je n'en sais rien et je vous montrerai que c'est extrêmement incertain. Mais remettre en cause la deuxième acception du Big Bang ne remet pas du tout en cause la première. D'accord? Donc distinguez bien l'univers en expansion, qui est quelque chose, à mon sens, d'acté, de explosion primitive, qui est quelque chose d'extrêmement spéculatif. Ça va? Bon, on va en venir à la théorie maintenant. Mais avant d'en venir à la théorie, reposons-nous peut-être la question avec laquelle on avait commencé. Est-on en train d'écrire un nouveau mythe ou a-t-on réellement évolué
radicalement, définitivement, d'une pensée par image vers une pensée par concept. Sommes-nous les nouveaux Homères, le talent en moins, le génie en moins, de l'interrogation cosmologique, ou touchons-nous le réel, tandis que les poètes grecs ne proposaient que des images sans fondement ni théorétique ni expérimentaux. Hier, je relisais d'ailleurs pour être exact, ce petit livre de Vincent Delcroix qui s'appelle Tombeau d'Achille. Et à titre de petite pause, je vais vous en lire quelques pages. Je vais vous en lire quelques pages parce que c'est une réflexion sur le personnage d'Homère, très, très belle, très simple. Mais ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous en lire 2-3 passages que j'ai notés, c'est que ce qui l'intéresse, c'est la contemporanéité du dessin et du mythe. C'est Achille aujourd'hui. Alors je vous lis quelques passages. Mais dans ce bref instant, votre innocence est absolue. Vous êtes en compagnie des héros. Ce qui se donne à vous alors est une pure humanité trempée au feu, étincelante, où la violence, l'amour et le désir de gloire sont sans mesure, où la compassion, la clémence ou la haine, la douceur, l'insulte, le geste d'implorer ou celui d'achever impitoyablement sont d'une profondeur sans égale et d'un métal sans impureté et vibrant. C'est une langue que vous n'avez jamais parlée, mais elle est limpide, et c'est comme si toujours vous l'aviez comprise. Le soleil est inaltéré, les étoiles jeunes et l'or, l'air, la rugosité du bois, l'ardeur du feu, le sel de la mer, l'amertume de la terre sont sans mélange. Un bref instant, le socle du monde se dévoile. Vous êtes auprès d'Homère, vous épelez avec lui la grammaire du monde. Et vous savez ce qu'est l'amour, ce qu'est d'être ivre de colère ou de douleur. Vous savez ce qu'est une vague, un brasier, une mer, un cheval, l'éclat du métal, la nuit étoilée. Et vous marchez un instant aux côtés d'Achille. Ce qui vous saisit alors, ce qui gonfle inexplicablement votre poitrine, délie votre corps, ce qui éblouit votre regard et le lave, c'est sa beauté. Cette beauté ne tient pas de la pureté morale, qui est peut-être rarement belle. Elle n'est rien non plus de cet idéal obtenu en raclant jusqu'au dessèchement ce qui nous fait en réalité et en traçant des canaux praticables dans les méandres de notre vie. Les héros d'Homère ne sont ni des monuments, ni des idées. Et pas même notre part d'immortalité. Le divin Achille est le plus mortel de tous les hommes, s'il y est à notre condition que sa mère en fut inconsolable. La faiseuse d'immortels, c'est elle plutôt, qui jette ses enfants au feu pour en brûler les parties mortelles, à la manière des philosophes qui jettent la réalité fuyante et mouvante, singulière, diaprée, variable, au feu des idées éternelles pour enrayer le cours du temps, la croissance de la mort, l'intolérable destruction attachée à tout ce qui devient. Mais Homère est peut-être comme Pélée, le père d'Achille, qui estime l'immortalité trop cher payée. L'Iliade est le poème du monde qui commence, et il commence dans un bain de sang. Le merveilleux est à l'état d'équilibre avec le réel le plus cru, la grâce surnaturelle avec la sauvagerie la plus bestiale. Et il n'y a plus de corps entièrement invulnérable. Le monde balance imperceptiblement avant que les philosophes, les mythographes et les historiens ne voient bientôt plus dans la figure des dieux que des allégories, des sentiments, des idées, des motifs de l'âme avant qu'on ne découpe la parole en poésie, tragédie, histoire, philosophie, religion et rhétorique. Dernier petit passage, si vous voulez bien. Ah, j'hésite. Ou alors j'en lis 2, mais vous allez m'en vouloir. Il est votre héros, Achille bien sûr. Peut-être parce qu'il était le plus grand des héros, le plus beau, le plus fort, le plus courageux ou le plus inflexible, quand vous n'étiez pas si beau, quand un regard minaudant vous tourneboulait pour votre honte, quand il aurait fallu se montrer ferme et que vous vous découvriez faible. Ou peut-être parce que sa mère était une déesse marine, ou parce que lui aussi pouvait cesser de jouer brusquement pour longuement bouder en cas de notoire injustice. Ou parce qu'il avait un ami, un vrai à la vie, à la mort. Il était votre héros parce qu'il fut inconsolable et que sa mère caressa tendrement ses cheveux. Vous aviez faim de cette caresse et honte de cette faim parce qu'elle n'était pas virile. Il l'était parce qu'il possédait des coursiers immortels et qui parlaient des armes d'or, un bouclier sur lequel était représentée la totalité du monde, un corps presque invulnérable, et l'art de parler d'égal à égal avec les dieux. Parce que tous s'accordaient à reconnaître qu'on ne pouvait pas jouer sans lui.
Parce que, mais peut-être ne le saviez-vous pas encore, il eut de multiples conquêtes qui étaient bien autre chose que des villes rasées, des terres emportées et des ennemis terrassés. Parce qu'aussi, il faut bien l'avouer, il était de tempérament colérique et que vos caprices de gamin en étaient blasonnés d'or, ou que son orgueil était une qualité divine et non un vilain défaut. Parce qu'il n'était pas chafouin comme Ulysse, pontifiant comme Nestor, stupide comme Agamemnon, lâche comme Paris, cocu comme Ménélas, parce qu'il était pur, dans sa violence comme dans sa magnanimité, dans son chagrin comme dans sa joie triomphante. Et il semblait qu'à le suivre, vous étiez purifié, plongé au feu comme lui-même le fut, enfant, par sa mère. Vous n'alliez jamais vieillir. Toujours, il y aurait sur votre visage une effrayante noblesse que vous n'avez jamais eue. Dans votre âme, un irrésistible mépris pour ce qui est bas, vil, contourné, artificieux, pusillanime, mesquin, toujours aussi. Il y aurait près de vous la tendresse infinie d'une mère sans que ce protectorat amour ne soit objet de raillerie ou n'amollisse votre courage. Et toujours, le soleil serait sans défaut, les paroles droites, la nuit profonde et immensément riche d'étoiles. Dernier petit paragraphe. Le casque d'Achille est trop grand pour certaines têtes. Il leur tombe sur les yeux. Mais la bêtise tient d'abord à vouloir s'en coiffer. Il n'a fait que pour une seule tête. Et pourtant, la dispute pour les armes d'Achille, qui aussitôt après sa mort opposa fameusement Ulysse et Ajax, se poursuit de siècle en siècle. La littérature ou l'histoire fournit le champ d'une querelle, où l'on se bat parfois comme des chiffonniers pour savoir qui en est digne. C'est à qui usera du plus de ruse, d'art ou de fourberie, pour se saisir de ce que pourtant il ne pourra manier. Mais la bêtise tient aussi à l'oubli que le temps a passé. L'immédiat châtiment de cet aveuglement est de mettre sur la scène de l'histoire des personnages qui sont de leur vivant déjà anachroniques. Ils ne savent pas qu'Achille est derrière eux ou bien devant, qu'il court et se métamorphose dans cette course. Comment se blottir dans l'ombre d'un coureur? Il faut courir à côté de lui, sans doute, parce qu'il appartient à un monde pour lequel Homère est encore le grand instructeur. Alexandre, en pleurant de dépit, sait ce qu'il est. Il ne veut pas être Achille, mais être dans son temps ce qu'Achille fut dans le sien. Il ne veut pas de ses armes, il veut son inextinguible soif d'excellence. Il veut la course d'Achille. Mais à ce jeu, Achille sera toujours devant tout le monde. Napoléon suit César, César suit Alexandre, Alexandre suit Achille, et Achille, il court. Vous voyez, c'est ça, tout est là. Achille court toujours, et nous courons avec lui. Donc, je ne vais pas analyser ce texte, qui est très beau d'ailleurs, mais il y a, dans le mythe, quelque chose qui échappe à la temporalité. Cette chose, c'est à la fois son invariant structurel et ce contre quoi nous devons de lutter. Parce que précisément, nous devons et nous souhaitons l'exhumer. Nous avons besoin de racler comme ça cette espèce de chair parfois putride, vous voyez, du narcissisme de la pensée humaine pour accéder à quelque chose du réel. C'est très difficile de savoir où nous en sommes. Il est tout à fait évident que notre science contemporaine n'a rien à voir dans sa méthodologie avec les grands mythes fondateurs. Rien à voir, ça c'est certain. Mais rien à voir signifie-t-il pour autant que nous accédons au réel tandis qu'il ne le pouvait pas. N'oubliez pas que l'humanité à l'échelle de la vie, l'image est bien connue, c'est la dernière seconde sur une journée de 24 heures. Et n'oubliez pas que la pensée contemporaine, disons typiquement le XXe siècle, c'est à nouveau, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est certainement à nouveau la dernière seconde sur les 24 heures de l'humanité. Aurons-nous l'arrogance de croire que ça y est, maintenant, nous touchons le véridique ou le vérace, sachant bien sûr que toutes les civilisations précédentes ont eu exactement le même sentiment. Mais en même temps, si nous sommes humbles et conscients que ce n'est sans doute pas le cas, faut-il donc démissionner? Tout cela n'a-t-il donc aucun sens? Évidemment pas. Évidemment pas. Je crois que j'avais déjà convoqué la figure tutélaire de Giordano Bruno, qui est un extraordinaire philosophe de la Renaissance, d'ailleurs très impertinent, incroyable arrogance dans sa pensée, on comprend pourquoi il a fini brûlé vif par la Sainte Inquisition,
Giordano Bruno était exactement dans ce rapport-là à la vérité. Il savait la vérité inatteignable. Et pourtant, il a dévoué toute sa quête à cette asymptote inatteignable. Inatteignable ne signifie pas insignifiante. Voilà. C'est ce que je vous propose. Mais réfléchissez-y et je serais ravi que nous ne soyons pas d'accord. Bon. Bon. On va commencer les choses sérieuses. Vous vous souvenez ? À la réunion de rentrée, je vous ai promis qu'on ne ferait pas de mathématiques. Ben j'ai menti. Maintenant que vous êtes inscrits, vous ne pouvez plus rien faire. Bon, mais j'ai pas beaucoup menti. J'ai pas beaucoup menti parce qu'on va faire des mathématiques de collège, quoi. Donc je pense vraiment que ça va aller. Et je vais vous expliquer pourquoi je souhaite ardemment qu'on soit quand même un tout petit peu formel. Parce que ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire les piliers théoriques du Big Bang, à commencer par la théorie de la relativité, me semble tellement extraordinaire que si je vous le dis, sans vous montrer sur quoi ça se fonde, ça n'a plus aucune valeur. Et je vais vous montrer que les voyages dans le temps sont possibles. Je vais vous montrer que vous pouvez devenir plus vieux que vos parents. Mais si c'est vrai parce que le prof de Cosmo l'a dit, ça n'a aucune valeur. Ma parole n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est que vous soyez capable, quand vous l'expliquerez à la fin de la prochaine séance à votre petit frère, de montrer l'archéologie de votre savoir. Vous pourrez lui dire d'où ça vient. Et vous pourrez juger par vous-même de la fiabilité de la proposition. Donc dès lors qu'il s'agit non pas d'un résultat technique, mais d'une déconstruction fondamentale de notre rapport au monde. J'insiste, ce ne sont pas des mots grandiloquents dans le vide. La relativité que nous allons découvrir maintenant est réellement une réécriture de la grammaire du réel. Elle a vraiment ce rôle-là. C'est une révolution quasi sans précédent dans l'histoire des idées pour en sentir la substantifique moelle, comme disait Rabelais. Lisez Rabelais aussi. Mais alors tout à l'heure, je vous disais, il faut lire jeune, Rabelais, il faut lire vieux. Parce que Rabelais, c'est tellement compliqué que lire Rabelais à 14 ans, je pense que c'est juste impossible. Rabelais, c'est chiant que vous êtes trop jeune. Et vous allez voir, c'est génial. Vous commencez à pouvoir lire Rabelais, c'est le penseur total. Chaque ligne de Rabelais condense la totalité du savoir humain. C'est complètement mystique comme littérature. Et c'est très intéressant d'ailleurs de le mettre en regard de Giordano Bruno que j'évoquais tout à l'heure. Et Bruno est déjà dans la philosophie, alors que Rabelais est plus dans l'auto-exégèse de son propre langage. Ce sont des frères de pensée, Rabelais et Bruno. Bon, allons-y. Donc on avait dit quoi ? On a un plan. Donc on a eu une introduction. Ensuite on a dû faire les mythes. Ensuite fondements expérimentaux et observationnels. Donc ça doit être grand 4. Fondements théoriques du Big Bang. Donc je veux en venir à la relativité générale et nous allons commencer par la relativité restreinte. Chaque branche de la physique a son domaine d'application. La physique nucléaire s'applique aux noyaux. La physique des particules s'applique aux particules. La thermodynamique s'applique au système échangeant de la chaleur. L'optique s'applique à la propagation de la lumière. Et ainsi de suite. À quoi la relativité restreinte s'applique-t-elle ? À tout. Elle a un statut particulier dans le domaine de la physique. Et moi je dirais que la relativité restreinte, c'est une théorie cadre. La relativité restreinte, c'est une méta-théorie. C'est une théorie de niveau supérieur. Elle n'a pas un champ particulier d'application. Oui, il y a des cas où elle est plus importante que d'autres, c'est vrai. Mais elle n'a pas en droit un champ particulier d'application. Elle est en quelque sorte la syntaxe qui permet d'exprimer une physique douée de sens. Ça, je voudrais déjà vous faire remarquer que c'est extraordinairement important. Parce que, finalement, le plus dur en sciences de la nature,
c'est d'élaguer les mauvaises théories. Et la relativité restreinte est un outil extraordinairement puissant pour vous permettre, sans même avoir à faire la moindre expérience, de découvrir qu'une théorie, disons, écrite arbitrairement, est fausse. Si vous venez écrire là au tableau une loi physique, il est extrêmement probable que sans avoir à faire la moindre expérience, je puisse savoir qu'elle est fausse simplement parce qu'elle est incompatible avec la grammaire relativiste. Donc vous voyez, la relativité restreinte, que je vais donc vous expliquer aujourd'hui et sans doute un peu la semaine prochaine, a vraiment un statut enviable dans la physique. Un statut à la fois central au sens de la genèse des concepts et un statut périphérique au sens où elle entoure l'ensemble du corpus des sciences physico-mathématiques. Si vous me permettez une métaphore, je crois que celle de la grammaire est vraiment très bonne, parce que si vous écrivez une séquence de lettres au hasard sur votre feuille, il y a toutes les chances, évidemment, qu'elle ne respecte pas les règles de la grammaire. Donc il y a toutes les chances qu'une séquence de lettres aléatoires puisse être exclue uniquement par les lois de la grammaire. Mais à contrario, même avec les lois de la grammaire fixées, vous pouvez quand même écrire une infinité de livres. Vous voyez, donc ça restreint énormément les possibles, mais pas complètement. La bibliothèque de Borges contient encore un très très grand nombre de volumes. Vous avez lu ça? La bibliothèque de Babel, c'est génial. Tous les livres possibles, comme ça, vous verrez, c'est une espèce de réflexion sur la combinatoire, en fait. Et, bon, bref, génial. Donc, ça vaut le coup de la comprendre en détail. Donc, le petit effort qu'on va avoir à faire maintenant pour construire la relativité restreinte a du sens. D'accord? Il a du sens parce que la théorie qui va émerger est beaucoup plus qu'un certain nombre de règles permettant de calculer des transformations dans des changements de référentiel. On va en passer par là, et je vois certains visages contris, je vous comprends. Même pour un physicien professionnel, calculer des changements de coordonnées, c'est chiant. Donc on ne va pas faire semblant, c'est pénible. Mais pourquoi ça va quand même être bien? Parce que le résultat sera révolutionnaire. D'accord? Donc on le fait parce que ça va nous mener loin, vraiment très loin. Commençons par... Alors, j'hésite entre appeler ça un postulat ou une définition. Donc on va appeler ça un postulat définitoire. Il existe des référentiels galiléens. Alors pour nous, ça sera synonyme de inertiel, dans lesquels le mouvement libre des corps s'effectue à vitesse constante. Postulat et définition. Il existe des référentiels galiléens ou inertiels dans lesquels le mouvement libre des corps s'effectue à vitesse vectoriellement constante. C'est une définition. Qu'est-ce qu'un référentiel galiléen? C'est un référentiel dans lequel les mouvements libres des corps s'effectuent à vitesse constante. Mais c'est aussi un postulat, parce qu'il se pourrait qu'il n'existe pas tel référentiel. Mais je les définis, mais je les définis parce qu'ils existent. D'accord? Là, je fais une remarque introductive. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais en terminale, les référentiels galiléens, ça servait juste à rien. Il fallait juste commencer par dire, plaçons-nous dans le référentiel terrestre à peu près galiléen, sinon on avait -2. Mais en fait, on faisait tout le temps dans le référentiel galiléen, donc ça ne servait à rien en fait. Mais ça ne va pas être le cas, parce que nous, on va faire de la relativité générale. Donc on va devoir penser des référentiels non galiléens. Donc ce que je dis là doit être compris. D'accord? Ce n'est pas un détail. Alors ça veut dire quoi ça?
le mouvement libre des corps s'effectue à vitesse constante. Libre, ça veut dire soumis à aucune force. Ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes dans un référentiel galiléen si et seulement si, quand un corps n'est soumis à aucune force, il se déplace à vitesse constante. Bon. Évidemment, cette craie est soumise à la gravité et à la réaction de la table. Mais il se trouve que la gravité et la réaction de la table sont opposées. D'accord ? Donc au total, c'est un peu comme si elle n'existait pas, elle s'annule. Et le fait est qu'en effet, quand je lance cette craie, d'accord, elle avance à vitesse constante. Alors, elle finit par s'arrêter parce qu'il y a du frottement, naturellement. Mais si je néglige le frottement, il semble bien que, quand ce corps n'est soumis à aucune force, gravité et réaction de la table se compensent, effectivement, le mouvement se fait à vitesse constante. Au moins tant que le frottement est négligeable, le mouvement se fait à vitesse constante. Donc, il semble bien que nous soyons dans un référentiel à peu près galiléen. D'ailleurs, je fais une remarque là-dessus. Il y a quelques années, j'avais posé la question à des étudiants de L1 et j'avais été un peu surpris. Donc c'est intéressant que vous l'intégriez bien pour ceux pour qui ça ne serait pas encore le cas. Le prenez pas mal parce que ça va paraître quand même évident à la plupart d'entre vous. Hein. Mais en tout cas, c'est bien de le dire une fois pour toutes. Quand vous êtes dans un bateau, donc vous montez en haut du mât, voilà, il n'y a pas de vent, etc. Hein. Nous, on fait de la physique, donc tout va bien. Alors évidemment, un voilier sans vent, c'est un peu cucu. Donc il faut mettre une hélice là, mais c'est pas très écolo, bon, enfin bref. Il se déplace à vitesse constante, d'accord ? Et vous lâchez une pierre du haut du mât, d'accord ? Où tombe la pierre ? Alors, bon, vous savez, sans doute, mais beaucoup de gens vous répondent « Ah ah !» Donc le petit rire, c'est important. « Ah ah !» Je suis pas bête. Pendant que la pierre tombe, le bateau a avancé. Donc la pierre arrive là. Bon, naturellement, c'est faux. La pierre, elle tombe là, en bas du mât. Alors les gens qui vous disent « Ah ah !» etc., demandez-leur, parce que c'est drôle. Donc quand on vous dit la pierre, elle tombe à l'arrière du bateau, parce que pendant la chute, le bateau avance, quoi. Alors à ce moment-là, on peut faire une version intéressante de ça. Vous êtes dans le TGV, et vous sautez en l'air. Est-ce que vous allez vous écraser à l'arrière du wagon ? Parce que c'est ça la logique. La logique de dire que la pierre tombe à l'arrière, ça veut dire pendant que je lâche la pierre, le bateau avance, mais la pierre, elle n'avance plus. Et le fait est que quand on saute en l'air dans un TGV, on ne va pas s'écraser à l'arrière du wagon. On continue d'avancer avec le train, même quand on ne touche plus le train. Ou alors une mouche dans un avion de ligne, quoi. Toutes les mouches sont pas... Il n'y a pas de mouches, remarquez, mais s'il y en avait, elles ne seraient pas toutes collées à l'arrière de l'avion, non. Elles volent dans l'avion, elles volent avec l'avion. Pourquoi ? Il n'y a pas une force, hein, évidemment, qui les attire. Bien sûr, c'est pas la gravité. Mon papa, vous croyait que c'était la... Ah oui, mais c'est filmé, là, il va entendre ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, pardon, papa, mais il croyait que c'était la gravité du mât qui attirait la bille. Non, pas du tout, hein. D'accord, pas du tout. C'est pas la gravité du mât, c'est juste l'inertie. C'est qu'au départ, la bille est en train d'avancer. Elle avance avec le bateau, dans un référentiel galiléen. Donc quand on la lâche, certes, elle tombe. Évidemment, elle tombe. Mais elle continue d'avancer. Pourquoi ? Parce que le mouvement libre des corps s'effectue à vitesse constante. Si votre pierre avance, quand vous la lâchez, elle continue d'avancer. Ça, c'est la grande révolution newtonienne. Hein. Vous savez que pour Aristote, qui n'était quand même pas précisément un abruti, l'état naturel, c'était le repos. Ce qui effectivement, a l'air d'être vrai. L'état naturel, ça a l'air d'être le repos. Mais non. Newton comprend qu'en fait, le repos, là, c'est parce que mon écharpe a subi une interaction. L'état naturel des corps, c'est de continuer de faire ce qu'ils sont en train de faire. D'accord ? L'état naturel des corps, c'est de continuer de faire ce qu'ils sont en train de faire. Vous êtes en train d'avancer, vous continuez d'avancer. Si vous vous arrêtez, c'est qu'il y a une force de frottement qui vous y contraint. Ok ? Loi de l'inertie, postulat de base, définition des référentiels inertiels. Bon. Ensuite, principe de relativité. De relativité galiléenne, hein, pas Einstein pour le moment. Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels d'inertie. Principe de relativité galiléen, les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels d'inertie.
Pourquoi ça? Parce que sans ça, je ne sais rien faire. Si vous voulez, le principe de relativité, c'est un peu la traduction de la condition de possibilité d'une physique. Parce que finalement, le cœur de tout ça, ça va être la classe d'équivalence des référentiels d'inertie. Si les lois dépendent du référentiel, ça revient presque à dire que ce ne sont plus des lois. Ce qui fonde une loi en droit, c'est précisément son universalité. Ce qu'on est en train d'écrire là, en fait, c'est que les lois sont des lois. Vous voyez, si les lois dépendaient du référentiel, alors même qu'il existe une infinité de référentiels qui sont par construction indiscernables, je perds le concept de loi. D'accord ? Donc le principe de relativité, en fait, stipule que je peux faire de la physique. C'est peut-être faux d'ailleurs, hein, ça serait drôle qu'on ne puisse pas décrire le monde par la physique. Mais jusqu'à maintenant, ça marche très bien. Et ce que j'appellerais l'ajout d'Einstein, et je vais y revenir, la lumière, et plus généralement les champs sans masse, se déplacent à une vitesse finie qu'on va noter petit c. Donc, ajout d'Einstein, la lumière se déplace à une vitesse finie qu'on va noter petit c. Alors, sur ce dernier point, vous devriez vous demander pourquoi, d'où ça vient. Bien sûr, il y a toute une série d'expériences de pensée. Einstein était le spécialiste des expériences de pensée, c'est-à-dire des expériences qu'il n'est pas même nécessaire de mener expérimentalement. Le simple fait d'imaginer l'expérience suffit en partie à vous guider vers la théorie correcte, qui justifie cette hypothèse. Il y a aussi des expériences réelles qui sous-tendent cette hypothèse. Mais le point nodal que je voudrais mentionner maintenant, c'est qu'en réalité, je n'ai pas besoin de cette hypothèse. Alors, je la fais, non pas par masochisme, mais au contraire par désir de simplifier. Si on ne fait pas cette hypothèse, et on peut ne pas la faire, c'est très bien connu, tous les livres de relates vous expliqueront ça. Si on ne fait pas cette hypothèse, la construction de ce qui m'intéresse en ce moment, c'est-à-dire la transformation de Lorentz, marche très bien, mais ça prend 6 heures. Il faut vraiment utiliser la structure de groupe des transformations de Lorentz. Ce que je fais, moi, dans le cours de L3. Mais je n'ai pas envie qu'on fasse 6 heures de calcul, et vous, encore moins que moi. Donc, je fais cette hypothèse, parce que, historiquement, c'est ce qui fut fait, donc c'est quand même pas stupide, et ensuite, ça restreint la partie formelle de 6 heures à 6 minutes. Donc, c'est quand même pas mal. Ceux d'entre vous qui sont plus mathématiciens et qui sont frustrés de faire une hypothèse lourde et inutile, si vous voulez, envoyez-moi un mail et je peux vous envoyer la démonstration qui n'est pas dure, hein, qui est un peu longue, mais qui n'est pas dure, qui est du niveau premier cycle, de l'existence d'une vitesse limite. En fait, l'existence d'une vitesse limite peut se démontrer en relativité. D'accord ? Là, je l'écris comme hypothèse, mais si l'on voulait être exhaustif, si on n'était pas en L1 mais en L3, on le verrait émerger comme une conséquence. Ok ? Donc c'est vraiment important que vous l'ayez en tête. Bien. Voilà, donc ça, c'est mon arsenal théorique. Et à partir de là, et de quelques concepts liés aux symétries de l'espace-temps, je vais vous montrer qu'on peut faire des choses particulièrement décoiffantes. Non, riez pas. Riez pas. Donc, on va faire comme Einstein, puisque nous sommes sur les pas d'Einstein, et on va mener une expérience de pensée. L'expérience de pensée va consister à observer l'émission
et la détection d'un flash de lumière. On va appeler ça deux événements. Donc l'événement 1, qui va être caractérisé par des coordonnées x1, y1, z1, t1. D'accord. On émet un flash de lumière. Et l'événement 2, qui va être décrit par des coordonnées x2, y2, z2, t2, c'est la détection, ce même flash de lumière. D'accord? On émet et on détecte. Donc soyons clairs, là en haut dans l'amphi, d'accord, on imagine qu'on a accroché un petit flash électronique. Donc événement T1, paf, le flash émet une bouffée de photons. Et un instant après, disons à l'autre bout de l'amphi, on a disposé un détecteur de lumière, ce que vous voulez, une cellule photoélectrique, un photomultiplicateur, une caméra CCD, enfin ce que vous voulez qui détecte des photons, qui voit ce flash de lumière. Voilà mon événement 1 et voilà mon événement 2. D'accord? Pour commencer, on va décrire cette situation dans le référentiel de l'amphi. On se place dans le référentiel galiléen de l'amphi, que je vais noter grand R. D'accord? On se place dans le référentiel galiléen de l'amphi, noté grand R. Et on va écrire des choses extraordinairement simples. Première chose que je vais écrire, c'est quelle est la distance entre les deux événements? La distance, allez, on va même écrire la distance au carré. Le carré de la distance entre les deux événements, c'est quoi? C'est x2 moins x1 carré, plus y2 moins y1 carré, plus z2 moins z1 carré. Ceci, c'est le théorème de Pythagore à 3 dimensions. D'accord? Vous savez que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ce que je dis là, c'est qu'à 3 dimensions, la distance entre le flash qui est ici et le détecteur qui est là, donc le d carré, c'est égal à la hauteur au carré, plus la largeur au carré, plus la profondeur au carré. Ça va? Interrompez-moi si quelque chose n'est pas clair. D'accord? Je veux que ce soit totalement clair pour tout le monde. Comment? Ils arrivent. Mais cette distance au carré, je peux aussi dire justement que quoi? Que c'est égal à la vitesse fois l'intervalle de temps au carré. C'est égal à c carré facteur de t2 moins t1 au carré. Là, d'accord, j'écris quoi? J'écris que quand un objet se déplace à une vitesse c, la distance qu'il parcourt pendant un temps delta t, c'est égal à c fois delta t. La distance égale la vitesse multipliée par le temps. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Okay, tout le monde est d'accord? Donc là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'écrire la même chose de deux manières différentes. Donc, ça moins ça est égal à 0, puisque c'est la même chose. Donc, C2 facteur de T2 moins T1 carré moins x2 moins x1 carré moins y2 moins y1 carré moins z2 moins z1 carré est égal à 0. D'accord? Ça égale ça. Donc ça moins ça, ça fait bien 0. Alors en physique, les variations comme ça, T2 moins T1, souvent on le note delta T. D'accord? Donc je peux écrire que C2 delta T carré moins delta X carré moins delta Y carré moins delta Z carré égale 0. Et cet objet-là, C2 dt2 moins dx2 moins dy2 moins dz2, je vais le noter delta S carré et je vais l'appeler
intervalle. Et nous allons réfléchir sur sa signification dans peu de temps. Bon, jusqu'à maintenant, vous conviendrez que je n'ai dit que des choses totalement banales et j'ai simplement donné un nom à cette grandeur que j'ai appelée intervalle et qui, pour l'émission et la détection d'un flash de lumière, est égale à 0. D'accord ? Bien. Maintenant, on va regarder le même événement physique, mais on va se placer dans un autre référentiel, qu'on va noter R', et qui est lui aussi galiléen. Donc imaginez une voiture qui se déplace à vitesse constante sur le campus. D'accord ? Une voiture à vitesse constante définit elle aussi un référentiel galiléen, et depuis cette voiture, je peux observer l'émission et la détection du flash de lumière. Qu'est-ce qui va changer ? Presque rien. Je vais trouver quoi ? Alors évidemment, dans R', je crois que ce n'est pas utile de l'écrire explicitement. Le premier événement, ces coordonnées, ça va être quoi ? T'1, X'1, Y'1, Z'1. Et pour le deuxième événement, les coordonnées, ça va être quoi ? T'2, X'2, Y'2, Z'2. Les notations parlent d'elles-mêmes. Donc dans R', qu'est-ce que je vais trouver ? Je vais écrire que la distance au carré, c'est quoi ? C'est x2 moins x1 carré avec des primes, moins y'2 moins y'1 carré, moins z, etc. Puis je vais dire que la distance au carré, c'est aussi la vitesse fois le temps au carré. Les deux sont égaux, donc leur différence est nulle. Même raisonnement. Et donc, j'écris que C2 facteur de T'2 moins T'1 carré, moins x'2 moins x'1 carré, moins y'2 moins y'1 carré, moins z'2 moins z'1 carré est égal à 0. D'accord ? C'est exactement le même raisonnement que précédemment. C'est trivial, n'est-ce pas ? Il y a quand même deux choses non triviales qu'on a faites ici. La première chose non triviale qu'on a faite ici, c'est quoi ? Voilà. C'est qu'on a mis des primes ici. Ça veut dire qu'on vient d'imaginer ou d'autoriser le fait que peut-être, le temps ne s'écoule pas pareil dans R'. Parce que dans la vie de tous les jours, si je vous dis l'intervalle de temps qui sépare, paf, vous ne me demandez pas dans quel référentiel. Il s'est passé une demi-seconde pour vous comme pour quelqu'un d'autre, normalement. Là, on va dire, bon, si tout se passe bien, je vais retrouver que T'2 moins T'1 est égal à T2 moins T1. Mais ne préjugeons pas du résultat, d'accord ? Soyons de bons scientifiques et imaginons que peut-être la coordonnée T va varier quand je la mesure dans l'autre référentiel. Donc la première chose non triviale qu'on fait ici, n'est-ce pas ? C'est d'autoriser une hypothétique variation du temps. Mais la deuxième chose non triviale qu'on a faite ici, c'est quoi ? C'est que nous n'avons pas mis de prime sur le C. Nous n'avons pas mis de prime sur le C. Autrement dit, nous avons supposé que la vitesse de la lumière était la même, d'accord, dans l'autre référentiel. Alors là, et je vais conclure sans doute sur ça aujourd'hui, je veux encore toute votre attention. Dans beaucoup d'ouvrages, on vous dit, en fait, c'est simplement l'application du principe de relativité à l'ajout d'Einstein. Regardez, ça paraît simple. Principe de relativité. Les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels. Einstein. La lumière se déplace à c. Donc, la lumière se déplace à c dans tous les référentiels. Vous avez compris ? Les lois sont les mêmes dans tous les référentiels. La lumière va à c, donc la vitesse va à c dans tous les référentiels. C'est comme ça que c'est présenté dans beaucoup de bons cours de physique théorique.
Attention, il y a quand même une petite entourloupe quand on le dit comme ça. Parce que là, regardez, Aurélien Barraud va à 1 mètre par seconde par rapport à la table. Mais je ne vais pas à 1 mètre par seconde par rapport à moi-même. Par rapport à moi-même, je suis à l'arrêt. Par rapport à la table, je vais à 1 mètre par seconde. Par rapport au référentiel cosmologique, je vais à 2 millions de km/h. Donc vous voyez bien que la vitesse de quelque chose n'est pas la même dans tous les référentiels. Évidemment. D'accord ? Évidemment, je ne peux pas dire, parce que les lois sont les mêmes partout, les vitesses sont les mêmes partout. Ça, c'est complètement faux. C'est évidemment faux. Donc, attention. Pour pouvoir dire que la vitesse de la lumière est la même dans tous les référentiels, ce qu'on dit effectivement, il faut bien se rendre compte qu'on érige la propagation de la lumière au rang de loi. Parce que si c'était un phénomène comme un autre, il aurait droit d'avoir une vitesse différente quand je prends différents référentiels d'inertie. La raison pour laquelle je peux m'autoriser à dire ce qu'il faut faire, notez-le, que la vitesse de la lumière est effectivement c dans tous les référentiels d'inertie, c'est pas simplement appliquer le principe sur l'ajout. C'est appliquer le principe sur l'ajout en ajoutant, en indexant par le fait que la propagation de la lumière doit être pensée comme une loi et est donc bien soumise au principe de relativité et non pas comme un phénomène contingent parmi les autres. Ok ? Donc ceci étant dit, là on vient d'énoncer la conséquence, le corollaire de ça, qui est donc l'invariance de C par changement de référentiel. Et je le redis une dernière fois, pour les plus formels d'entre vous, si vous ne me croyez pas, et j'aimerais que vous ne me croyiez pas, ça se démontre ça. Moi je vous le présente comme une hypothèse pour faire simple, mais le fait que la vitesse maximale, qui est en fait la constante de structure de l'espace-temps, est la même dans tous les référentiels, en fait on peut le démontrer. D'accord ? Ce qu'on ne fait pas. Bon, donc en fait, ces deux petites choses non tout à fait triviales notées, qu'est-ce que je vois là ? Eh bien, je vois là que si je nomme ce nouvel objet, hop, si je nomme ce nouvel objet, l'intervalle dans le nouveau référentiel, donc delta S prime carré, d'accord, j'ai donc montré que si delta S carré égale 0, alors, à l'évidence, delta S prime carré égale 0. D'accord ? Si l'intervalle est nul, ce qui est bien le cas dans le premier référentiel, alors vous voyez que je peux prendre exactement le même raisonnement dans un autre référentiel et que le nouvel intervalle écrit avec un prime, c'est-à-dire correspondant aux nouvelles coordonnées, est lui aussi nul. Il est 6h30, je vais écouter vos questions. J'annonce juste ce qu'on va faire, parce que là, ça pourrait commencer à vous sembler un peu formel et pénible. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se demander la semaine prochaine comment se transforme l'intervalle quand il n'est pas nul. Et la loi de transformation de l'intervalle, qui va nous demander un temps assez bref, peut-être une demi-heure, est le cœur de la relativité restreinte. Et nous aurons à partir de là les substances qui permettent de comprendre ces effets de dilatation du temps, contraction de l'espace, etc. J'écoute vos questions, si vous en avez. Oui. Quand on parle du Big Bang, si je ne me trompe pas, Bien fort. on parle du fait que toute la matière était réunie en un point, mais que l'espace lui-même était réuni dans ce point. Et après, on parle d'un espace infiniment grand. Mais on part d'un espace fini, on le fait grandir en un espace infini. En fait, parler d'infini, c'est pas juste qu'on est incapable de voir les limites. Oui, c'est une bonne question. Donc je ne sais pas si je vais réussir à la résumer, mais en gros, tu dis que dans le modèle du Big Bang, c'est peut-être un peu contradictoire parce qu'on dit que tout l'espace était réuni en quelque chose de très petit, alors qu'on dit par ailleurs que l'espace est infini, enfin ce genre de choses. Bon. Donc je vais commenter là-dessus. Tu as raison de faire cette mise au point parce qu'en fait une réponse qui est très claire mais il faut la faire, il faut la dire, donc ça va être l'occasion. Le mot univers est un peu polysémique, il a plusieurs sens lui aussi. Donc là il faut être bien clair sur ce qu'on appelle univers. Si ce qu'on appelle univers c'est la totalité de l'espace, sans limite aucune, enfin, vraiment la totalité de ce qui existe quoi. Alors, de savoir si l'univers est fini ou infini, nous n'avons pas la réponse. Il est possible que l'espace soit fini, il est possible que l'espace soit infini, les deux cas sont autorisés par notre théorie de la relativité générale, et les deux cas sont compatibles avec les mesures actuelles. Donc nous ne savons pas
si l'univers au sens fort est fini ou infini. Néanmoins, même s'il est infini, ce n'est pas contradictoire avec l'autre expression. L'autre expression, et si tu te souviens, je suis sûr d'avoir fait attention tout à l'heure, j'ai dit dans le modèle du Big Bang que la totalité de ce qu'on voit était contractée dans quelque chose de plus petit qu'une tête d'épingle. Et j'ai fait attention de ne pas dire l'univers. J'ai dit la totalité de ce qu'on voit. C'est-à-dire que là, j'ai utilisé un autre sens du mot univers. Ce n'est pas la totalité de ce qui existe. C'est la totalité de ce qui est dans mon cône de lumière passé. C'est-à-dire la totalité de ce que je peux observer avec un instrument infiniment puissant. Ce que dit le modèle du Big Bang, c'est que la totalité de ce qu'il y a dans ma sphère de Hubble, c'est ça le terme technique, d'accord, dans ma sphère de Hubble, c'est-à-dire ce que je peux voir, la totalité de ça, effectivement, était contenue dans un volume qui était plus petit et même beaucoup plus petit qu'une tête d'épingle. Ça, c'est une prédiction claire du modèle. Mais si l'univers, ça disons typiquement au début de l'inflation. Au début de l'inflation, je peux calculer explicitement quelle était la taille de la totalité de ce que je vois aujourd'hui. Et je trouve quelque chose d'extrêmement petit. Bien. Mais ça ne préjuge pas de la finitude ou de l'infinité de l'univers. Si l'univers est infini, à ce moment-là, il est infini à tout instant. Je peux diviser sa distance par 10 puissance 120, il reste infini. Et c'est absolument pas incompatible. Ça veut juste dire que chaque patch de Hubble, c'est-à-dire chaque sphère de causalité, était contenue dans quelque chose d'extraordinairement petit. Mais ça ne préjuge pas de la finitude ou non de la totalité de l'espace. Voilà. Oui. Alors, attendez une seconde, il y avait lui qui avait levé la main avant. Je disais en fait que, à moins que j'ai compris de travers, le fond diffus nous renseigne que la matière est constante, mais qu'elle s'est justement diluée à cause de l'expansion de l'univers. Qu'est-ce que tu veux dire par la matière est constante? Elle se conserve. Ah, elle se conserve. Elle est la même. D'accord. Elle s'est diluée. Mais seulement aujourd'hui, on parle des univers parallèles, donc des multivers. Donc, par conséquent, en fait, l'univers n'est pas isolé. Donc il y a certainement l'échange d'énergie entre l'univers et tout ce qui existe autour de l'univers. Et pourquoi la matière se conserve? D'accord, donc pourquoi la matière se conserve avec les multivers, etc. Y a-t-il des échanges d'énergie? Alors, moi, dans le petit cours qu'on fait ensemble, je te fais souvent la même réponse, hein, je suis désolé, mais c'est parce que c'est vraiment celle que je crois sage et raisonnable. Je voudrais vraiment hiérarchiser les choses. C'est-à-dire que tout à la fin, je vais vous parler un peu, sans doute, de théorie des cordes, de gravité quantique et effectivement d'idées de multivers ou d'univers parallèles. Ce sont des choses intéressantes, qui moi me plaisent beaucoup. Sur certaines d'entre elles, je travaille dessus. Mais ce sont des choses très spéculatives. On n'a absolument, pour toutes ces choses-là, aucun support expérimental à l'heure actuelle. Et donc je pense que c'est vraiment important dans ce qu'on fait ensemble, non pas de distinguer ce qui est prouvé de ce qui ne l'est pas, parce que rien n'est jamais prouvé, mais quand même de distinguer ce qui jouit d'un très haut niveau de confiance de ce qui est quand même de la pure spéculation de théoriciens fustiles très bons, mais quand même reste une pure création de l'esprit humain. Sachant qu'il y a plein de modèles concurrents en plus dans ces zones spéculatives. Donc si tu veux, voilà, la réponse simple, d'accord, dans le cadre de ce qu'on connaît bien, la relativité générale, la physique quantique, les théories quand même testées, tu vois, la science telle qu'elle a été éprouvée par plus d'un siècle là, dans l'histoire récente de corroboration expérimentale, on n'a pas toutes ces choses-là. Encore que le multivers un peu, mais bon, j'en parlerai plus tard. Après, oui, c'est vrai, il faut aller au-delà de ça. On ne sait pas comment aller au-delà de ça, et donc c'est notre métier de chercheur de regarder ça. Mais je pense que pour vous, c'est vraiment très important de distinguer les choses sur lesquelles on travaille et qui, l'histoire le montre, sont la plupart du temps fausses, sont même plus que la plupart du temps, sont presque toujours fausses. Moi, dans mon domaine, il y a 15 articles par jour qui paraissent avec des nouvelles idées. Et ceci depuis des décennies. Pour expliquer, par exemple, je ne sais pas moi, l'énergie noire, l'accélération de l'univers. Mais probablement, il n'y a qu'une explication correcte. Donc ça veut dire que 99,999% de ces articles publiés dans des revues sérieuses et écrits par des gens compétents sont faux. C'est normal. C'est comme ça que ça marche, la recherche. Mais moi, si tu veux, je ne veux pas vous apprendre ça comme voilà où on en est. Parce qu'en fait, quelqu'un d'autre vous dirait complètement autre chose. D'ailleurs. Donc, si tu veux, je pense que c'est vraiment important de bien hiérarchiser tout ce que je vous dis en ce moment, qui est peut-être faux, puisqu'en science, on n'est jamais à l'abri d'une révolution, mais qui est quand même très fiable, de tout ce que je vous dirai à la fin, où on est dans la recherche et donc dans la spéculation.
Bon, ça c'était une longue mise au point. Maintenant, pour être plus précis sur ce que tu dis, la réponse est, même avec des modèles de multivers, il y a quand même conservation, alors je ne sais pas de quoi il faut dire, mais enfin disons de l'énergie. Parce qu'il n'y a pas d'interaction entre ces multivers. Donc quand tu disais, il y a différents univers qui interagissent, en fait, justement non, par définition. Parce que si des univers interagissent, alors ce ne sont pas des univers, c'est le même univers. La définition du fait qu'on a éventuellement, deux univers, ou plus, ou une infinité, c'est précisément qu'ils ne peuvent pas interagir. Toi et moi, en ce moment, on interagit, on est dans le même univers. Parce qu'on interagit. La preuve qu'on est dans le même univers, c'est que je te vois, tu me vois, bah donc on est dans le même univers. Ce qui pourrait faire qu'on soit dans deux univers différents, ça serait justement le fait qu'on soit totalement aveugles l'un à l'autre. Donc tu ne peux pas dire il y a deux univers qui interagissent. S'ils interagissent, c'est qu'ils font partie du même univers. Donc on peut effectivement dire que dans chaque univers, quelque chose est conservé. Cette chose étant un peu compliquée, puisque ce n'est pas forcément le nombre de particules, comme on l'a vu, et même l'énergie n'est pas très bien définie en relativité générale. Mais bon, dans certaines circonstances, on peut définir quelque chose comme de l'énergie qui est effectivement conservée. J'arrive après, je crois qu'il y a une question ici. Je voudrais comprendre pourquoi vous avez... Bien, un peu plus fort, s'il te plaît. Je voudrais comprendre pourquoi vous avez imposé... C'est un tout petit peu plus fort. Je t'écoute, pardon. Pourquoi vous avez évoqué une implication logique pour les deux intervalles, c'est-à-dire si delta S est nul dans R, l'autre... Oui, pourquoi à la fin du cours... Bah, génial, pas besoin de m'embêter. Pourquoi à la fin... c'est dangereux. On dirait que c'est un esquimau, là j'ai envie de le faire mon petit... Voilà, bon, bref. Pourquoi est-ce que j'ai parlé d'une implication logique? Parce qu'en fait, ce que je vais vous montrer la semaine prochaine, je fatigue là, parce que ce que je vais vous montrer, non, même en relativité, je ne peux pas dire ce que je vais vous montrer la semaine dernière. Ça, même chez Einstein, ça ne marche pas. Donc, pardon, je reprends mon sérieux. Donc, ce que je vais vous montrer la semaine prochaine, c'est que l'intervalle n'est pas tout le temps nul. Parce que là, tu pourrais avoir l'impression que en fait, ce que j'ai montré, c'est que l'intervalle est tout le temps nul. Il est nul dans R, il est nul dans R', ben juste, il est tout le temps nul. Non, il n'est pas tout le temps nul. Mais quand il est nul dans un référentiel, alors il est nul dans les autres. Parce que si je m'intéresse à des événements qui ne sont pas des événements de type lumière, par exemple, je lâche cette craie et un instant après, je lâche ce livre, ben, si tu calcules l'intervalle entre ces deux événements, tu vas voir qu'il n'est pas nul. Donc c'est bien une implication, c'est que s'il est nul quelque part, alors il est nul partout, mais ça ne préjuge pas du fait qu'il soit nul partout. Si justement un intervalle est nul dans Oui. un référentiel galénien, Oui. comment on démontre qu'il sera nul dans les autres Ça, je crois que c'est ce que je viens de faire. Parce que là, évidemment, je l'ai fait que pour R', mais je n'ai pas spécifié ce qu'était R'. Donc R' pourrait être n'importe quoi. Donc comme là, on a, si tu veux, si j'avais pris pour R' quelque chose de très spécial, bon j'ai dit une voiture, mais évidemment j'aurais pu dire une cigogne, j'aurais pu dire n'importe quoi qui se déplace à vitesse à peu près constante, j'aurais trouvé pareil. Donc je n'ai pas spécifié ce qu'était R'. Donc en fait ce qu'on a montré là, c'est que quel que soit R', il est nul. Si il est nul dans R. Si il est nul dans R. D'accord? Parce que je pars du fait que c'est égal à 0 et je montre que quand je passe au nouveau référentiel, c'est toujours égal à 0. Mais si ce n'est pas égal à 0 au départ, ça ne va pas devenir égal à 0 plus tard. Écoute, ce que je te propose, c'est repose-moi la question la semaine prochaine, c'est toujours pas clair. Parce que là, je me suis arrêté pour une question de temps en plein milieu du développement. Donc je pense que ça va devenir clair la semaine prochaine. Si ça ne l'est pas, n'hésite pas à reposer la question. Vous avez parlé d'univers parallèle tout à l'heure. Vous avez dit qu'ils n'interagissaient pas avec le nôtre. Vous n'avez pas montré leur existence ou leur inexistence. Donc la question est, j'ai parlé d'univers parallèles, j'ai dit qu'ils n'interagissaient pas avec le nôtre, donc on ne peut pas montrer du coup leur existence, leur inexistence. C'est une très bonne question. Je pense néanmoins que ta conclusion est fausse, mais pour des raisons subtiles, dans lesquelles j'hésite à me lancer maintenant. Donc mon livre explique très bien ça, chez Duno, c'est vrai en plus, mais bien sûr je ne vous demande pas de l'acheter. Donc plus sérieusement, là je fatigue, je dis n'importe quoi, mais je ne suis pas là pour faire ma pub. Donc je vais essayer de répondre à ça au prochain cours. Mais je te dis quand même la substance, pas au prochain, au dernier cours, mais je te dis quand même la substance de ce qu'il y a derrière cette réponse, c'est que en un sens c'est vrai. Je ne peux pas aller là-bas voir qu'ils existent. Donc ça semble non falsifiable, donc non popérien, donc non scientifique. Je pense que ce n'est pas tout à fait correct parce que le multivers n'est pas une théorie.
Si c'était une théorie, ça serait en effet une théorie infalsifiable et donc une théorie au statut scientifique contestable. Mais le multivers est une conséquence de théorie. La théorie, c'est la relativité générale, c'est la théorie des cordes, c'est l'inflation, c'est la mécanique quantique. Et ces théories-là, elles, on peut les tester ici et maintenant. Si on les a testées suffisamment bien, alors on est obligé, pour des raisons de cohérence logique, d'accepter leurs conséquences. Ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse, c'est que, curieusement, on peut quand même mettre le modèle à l'épreuve. Donc j'ai écrit il n'y a pas très longtemps un petit article de recherche là-dessus, publié, pour tester les univers parallèles de la mécanique quantique avec la cosmologie. Alors c'est un peu technique, mais je fais la réponse en 1 minute, je ne sais pas si ça va être clair, en 1 minute. D'un point de vue quantique, imagine que tu as 2 évolutions possibles, vers l'univers A, enfin le KA ou le KB. Le KA est très probable, le KB est très improbable. D'accord ? Mais le KA génère un seul observateur, disons, et le KB génère des milliards de milliards d'observateurs. Dans l'acception usuelle de la mécanique quantique, où il n'y a pas d'univers parallèle, tu t'en fiches du nombre d'observateurs. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est probable, qu'est-ce qui est improbable. Si le KA est probable, tu dois être dans le KA. On s'en fiche qu'il y ait des observateurs ou pas. Ça ne rentre pas dans le calcul de la probabilité lors de l'effondrement de la fonction d'onde. Mais dans l'interprétation univers multiple, tous ces univers-là, ils sont réels. C'est pas simplement qu'il n'y en a qu'un seul et tu ne sais pas lequel c'est, ils existent tous. Et si tu as un univers qui est beaucoup moins fréquent que les autres, mais dans lequel tu as exponentiellement plus d'observateurs, et que toi, tu es un observateur aléatoire, en fait, tu as plus de chances d'être dans le KB que dans le KA. Donc finalement, il n'est pas exclu qu'on puisse trouver des tests très indirects de ces hypothèses-là. Mais soyons honnêtes, hein, à ce stade, c'est de l'expérience de pensée. Je serais totalement incapable de faire le test concrètement. Ouais. J'ai la question de base de la relativité que je pose tout le temps, que je n'ai jamais compris. Si on suppose qu'un objet va à la vitesse de la lumière et qu'il émet un photon qui va à la vitesse de la lumière, nous, on est fixe et on le voit dépasser la lumière, cet objet. L'objet qu'il émet, on le voit comment? Il ne peut pas aller plus vite que la lumière, mais il est émis à la vitesse de la lumière. Oui, alors donc la question que tu poses en disant que tu l'as posée plein de fois, sans obtenir de réponse qui est en gros que se passe-t-il quand un objet qui va à la vitesse de la lumière, on va dire ou presque, parce que s'il faut qu'il émette, il ne peut pas y être tout à fait, mais émet un photon, etc. Bon, la réponse est très claire. La loi de composition des vitesses en relativité n'est pas la loi de composition de Galilée. Donc là, je m'avance sur ce qu'on va faire, mais en mécanique galiléenne, c'est très simple. Hein. Les vitesses se composent linéairement. C'est-à-dire que si je marche par ici à une vitesse V1, et que quelqu'un marche vers moi à une vitesse V2, par rapport à l'amphi dans les deux cas, notre vitesse relative, c'est V1 plus V2. C'est d'accord, hein, c'était une voiture à 20 km/h, une voiture à 30 km/h, la vitesse relative des deux voitures, c'est 50 km/h. Voilà, c'est tout con. En relativité restreinte, c'est pas le cas. En relativité restreinte, la loi de composition des vitesses est bien connue. La vitesse relative, c'est égal à V1 plus V2 divisé par 1 plus V1 fois V2 sur C carré. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas un vœu pieux, ça se calcule, ça se démontre à partir des hypothèses qu'on fait là. Donc c'est quelques lignes de calcul et on démontre ça. Et là, tu vois tout de suite la réponse. Tu as un objet qui va à C par là et tu as un objet qui va à C par là. Donc la réponse naïve, elle, la vitesse relative est 2C, n'est-ce pas? Bah regarde, C plus C, donc au numérateur ça fait 2C. Au dénominateur, tu as 1 plus C fois C sur C carré, donc ça fait 1. Donc ça fait 2C divisé par 2, donc ça fait C. Ça ne fait pas 2C. Donc en relativité restreinte, un objet qui se déplace à la vitesse de la lumière par là et un objet qui se déplace à la vitesse de la lumière par là ont une vitesse relative qui est égale à C, et non pas à 2C. Donc c'est ça le paradoxe, c'est uniquement que tu raisonnes, et c'est normal, hein, enfin on ferait pareil à ta place avant d'avoir appris, tu raisonnes avec la composition galiléenne des vitesses, et bien sûr tu trouves des paradoxes. Avec la composition lorentzienne des vitesses, le paradoxe se lève, c'est-à-dire que si tu as un grain de lumière qui va par là à C, et que toi tu vas derrière lui, disons à 99% de C, ben en fait tu le vois quand même aller à C. C, en quelque sorte, est un élément absorbant. Dès lors que l'une des deux vitesses... D'ailleurs, oui, on pourrait le dire comme ça, c'est encore plus simple. Tu vois dans cette formule que dès que l'une des deux vitesses est égale à C, la réponse est C. Donc tu vois, c'est-à-dire que la lumière... Si tu cours derrière la lumière très très vite, tu la vois quand même aller à C. Et le mec qui, lui, ne court pas derrière, la voit aussi aller à C. Bon. Alors, c'est quand même pour ça qu'il a fallu attendre le début du XXe siècle pour qu'on en arrive là, quoi. C'est quand même assez contre-intuitif. En fait, c'est contre-intuitif parce qu'on a l'habitude de penser dans l'espace et pas dans l'espace-temps. Tu verras la semaine prochaine qu'une fois qu'on a compris la substance de la relativité restreinte, c'est totalement normal que ce soit comme ça. Mais voilà, c'est normal, comme toujours, une fois qu'on connaît le résultat, quoi.
Une dernière? Allez, le même. Le meilleur. Pardon. Non. J'ai lu un truc il y a un moment que j'ai pas complètement compris, qui dirait que là en ce moment notre univers est en train de s'étendre et les scientifiques se demandaient s'il allait être en expansion indéfiniment ou si un jour il allait revenir à l'état d'un Big Bang qu'il allait se replier sur lui-même et que ça se calculait, j'ai pas trop compris comment, et qu'il fallait trouver un chiffre et que les scientifiques tombent pile poil sur le chiffre qui dit les... Comment dire? D'accord. La limite entre les deux. Précision pour savoir, mais à un chiffre près, quoi. Donc la question qu'il pose en gros c'est quel est le futur de l'univers? Va-t-il y avoir expansion indéfinie ou recontraction en Big Crunch? Et il semble qu'on soit à la limite des deux possibilités. Alors en fait non. Alors il est vrai que les deux possibilités existent. C'est-à-dire que du point de vue de la relativité, savoir si l'expansion va continuer éternellement ou bien si l'univers va se recontracter et finir par faire une sorte de symétrique temporelle du Big Bang, en effet, les deux sont possibles, et ça dépend que du contenu. C'est-à-dire que suivant ce que tu mets dans l'univers et sa vitesse d'expansion, les deux cas sont possibles. Donc en effet, c'est l'observation qui tranche. Parce que la théorie ne donne la réponse que si je connais le contenu. Mais le contenu, c'est en regardant que je le découvre, parce que la théorie ne me dit pas combien j'ai d'étoiles par unité de volume dans l'univers. Ça, c'est vraiment l'observation. D'accord ? Et la réponse actuelle, si on croit les données dont on dispose, est très claire. La réponse est expansion infinie. Pourquoi? Parce qu'en fait, en ce moment, ça veut dire depuis 2-3 milliards d'années en cosmologie, on est en train de partir en expansion exponentielle. C'est-à-dire que non seulement on grandit, mais en plus on grandit de plus en plus vite. Et la raison pour laquelle on grandit de plus en plus vite, c'est qu'on est dominé par ce qu'on appelle une constante cosmologique, dans les équations d'Einstein, fut-elle effective, et on sait que quand cette constante cosmologique domine, forcément après elle domine toujours. Donc actuellement, la réponse observationnelle est très claire, c'est expansion sans retour. Bien sûr, je ne suis pas devin. Peut-être que dans 1000 milliards d'années, il va se passer une transition de phase dans l'univers que personne n'avait prévue, ou que les lois d'Einstein ne sont pas absolument précises, ou que voilà, il faut être très prudent. Mais je dis que si on utilise les lois connues avec les observations connues, la réponse n'est pas sur le fil. La réponse est expansion. Là où on est sur le fil, c'est pour la question de savoir, par exemple, si la géométrie de l'espace est de type sphérique ou hyperbolique. Là, les mesures qu'on a sont compatibles avec les deux. Ça, c'est vrai. Oui. Vous avez dit que, juste après le Big Bang, il y a eu une phase d'expansion énorme. Et là, vous dites que depuis ce temps, on est en expansion exponentielle. Enfin, exponentielle, c'est pas pour ça. Oui, alors, donc c'est une question sur l'expansion de l'univers et l'expansion exponentielle et l'inflation. Donc, alors, comment ça s'est passé? En fait, il y a eu différentes phases dans l'expansion de l'univers, d'accord? Et bon, là, j'anticipe, parce que ça, je vous en parlerai plus tard, après la relativité, mais puisque tu me poses la question, je peux le dire maintenant. Ce qu'on croit, d'accord, c'est qu'il y a eu, donc on note généralement A, le facteur d'échelle, la taille de l'univers. La taille, c'est une sphère. Il y a eu d'abord une phase d'expansion exponentielle avec un facteur d'échelle qui varie comme exponentielle du temps. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Ça a eu lieu 10-30 secondes après le Big Bang, ça a duré très peu de temps, ça a démesurément augmenté les distances dans l'univers, mais ça a duré très peu de temps. Ensuite, on pense, et ces on pense à chaque fois sont quand même très très bien fondés. Ensuite, on pense qu'il y a eu une ère durant laquelle l'univers a été dominé par du rayonnement, la lumière si tu veux, et alors le facteur d'échelle a augmenté comme la racine carrée du temps. Toujours une fonction croissante, mais beaucoup plus lente. Ensuite, on pense qu'il y a eu une ère de domination par la matière, et le facteur d'échelle a augmenté comme la puissance 2/3 du temps. C'est encore plus lent. Et on pense que depuis quelque temps, on repart en exponentiel. Donc ça, c'est 10-30 secondes après le Big Bang. Ça, c'est entre 10-30 secondes et quelques centaines de milliers d'années. Ça, c'est entre quelques centaines de milliers d'années et quelques milliards d'années. Et ça, c'est à partir de quelques milliards d'années. Et si on ne se trompe pas, pour toujours. Mais comme on ne sera pas là pour le vérifier, on peut dire des conneries, personne ne nous contredira. Dernière question. Est-ce que l'expansion de l'univers a des conséquences sur notre planète, peut-être sur les dérèglements climatiques par exemple? Ah oui, c'est une question intéressante. Est-ce que l'expansion de l'univers a des conséquences sur notre planète, par exemple sur le dérèglement climatique? Alors, je vais répondre en deux temps. Sur le système solaire, la réponse est très claire en fait, et elle est non. Parce que l'expansion de l'univers est quelque chose qui n'a lieu qu'à grande échelle. Donc si on restait dans cet amphi-là pendant 10 milliards d'années, on ne se lasserait pas, n'est-ce pas? La distance entre nous n'augmenterait pas. Elle n'augmenterait pas du tout. Ou même, de façon moins caricaturale, la distance Terre-Lune
ne suit pas du tout l'expansion de l'univers, d'accord? Ou la distance Terre-Soleil ne suit pas l'expansion de l'univers. C'est normal, c'est bien compris ça. C'est parce que localement, la métrique, ce qui décrit la géométrie de l'espace, c'est pas du tout la métrique Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker qui décrit l'univers à grande échelle. C'est la métrique typiquement de Schwarzschild, on est autour de la Terre. Donc localement, si tu veux, pour le dire de façon un peu bébête, la gravité est tellement forte qu'on est complètement découplé de l'expansion cosmologique. On a notre microphysique locale qui n'est pas du tout la macrophysique globale. Donc ça, la réponse est non. Voilà. Mais l'autre truc que je voudrais dire, et qui n'a rien à voir avec ta question, mais j'en profite, enfin, qui n'a sans doute rien à voir avec ce que tu as en tête, mais j'en profite pour le dire, c'est que sur le dérèglement climatique, faites preuve, comme dirait mon ami Richard, mon voisin, d'autodéfense intellectuelle. Hein. C'est-à-dire que c'est quand même une situation assez compliquée, ça. Parce que la situation en ce moment est catastrophique. D'accord? C'est un fait, c'est pas une croyance. C'est pas un modèle, c'est un fait, d'accord? L'extinction des espèces qui a lieu en ce moment sur Terre est catastrophique, d'accord? Et l'origine anthropique, c'est-à-dire humaine, de cette extinction ne fait aucun doute, d'accord? Voilà, c'est un fait. Donc quand vous lisez sur Internet que peut-être c'est du A, ce sont des groupes de pression d'extrême droite américaine qui veulent continuer à polluer en toute impunité et qui disent n'importe quoi, d'accord? Pour continuer à pourrir vos vies, nos vies, celles de nos enfants, et à faire augmenter exponentiellement le nombre de cancers et la disparition des espèces. Donc ce sont des salauds et des débiles. D'accord? Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. Le changement climatique, la disparition des espèces, c'est l'homme. Enfin quoi, merde. On se met dans une pièce, on augmente le chauffage et on ferme la porte. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Et oh bah je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres... Non mais attendez, c'est exactement ce qu'on fait, hein. D'accord? On ferme la porte et on augmente le chauffage. Et vous croyez que, ah bah non, c'est peut-être pour d'autres raisons que la température monte finalement. Non mais attendez, il faut être sérieux 2 minutes, d'accord? Donc soyons sérieux, nous sommes à l'origine d'une catastrophe et il faut quand même au moins l'assumer et si possible en tirer les conséquences, quoi. Après sur les conséquences, c'est politique. Si vous préférez effectivement continuer à aller dans le mur, ça c'est plus de la science, c'est un choix politique. Bon, que je partage pas, mais que vous avez le droit de faire. Mais le diagnostic scientifique, ça quand même, c'est un peu, je parle pas pour vous, hein, mais je trouve que ceux qui le mettent en cause sont quand même des irresponsables, quoi. Voilà. Je veux dire, on peut douter de tout, mais enfin quand même, le révisionnisme ou le négationnisme en histoire, ce n'est pas bienvenu, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc on peut douter de tout en principe, mais en fait, soyons intelligents et doutons de ce qui mérite de douter, pas de ce qui est évident pour tous les spécialistes. Bonne soirée.